Yeah, what's up tout le monde, Jerry Alain. Yeah, je suis en train de faire mon intro du podcast de cette semaine avec JP Lagacé du groupe Get the Shot. Ouais, comme vous avez pu le remarquer, je suis dans ma chambre d'hôtel à Alma. Hein? Ouais, checker ça, le petit gros cochon, hein? Il a bouffé plein de chips hier avec de la pizza. Eh oui, c'était moi. Ouais, c'est ça, on est quoi aujourd'hui? On est le 14 octobre en ce moment. Je suis en train de vous enregistrer ça. Et, man, je me suis pété la gueule hier. Je me suis vraiment défoncé. Oh, man, j'ai comme tellement mal au fucking... Ah, je sais pas si on va bien. Man, j'ai tellement mal à l'esti de cheville. Je me suis cassé la gueule ben raide. J'étais trop sous. Marchais avec mon esti de grosse boîte, là. Ça dans les mains. Puis, je sais pas, je me sentais comme Tarzan, puis j'ai voulu sauter, je sais pas, un genre de petit gap, man. Hey, je me suis cassé la gueule ben raide, en tout cas. Si quelqu'un a regardé ça, il devait rire en tabarnak, là. Fait que, ouais, c'est ça. Je vous fais mon intro cette semaine. Ouais, c'est ça, je vous rappelle, abonnez-vous, membre Patreon, merci beaucoup, c'est vraiment apprécié. Vous pouvez être membre Patreon pour 2 piastres par mois pour l'audio, 3 piastres pour la vidéo. Puis je suis en train de trouver une solution pour essayer de ramener qui pourrait vous permettre d'encore plus encourager le podcast. Continuez à me proposer des solutions, c'était des bonnes solutions, juste vous dire qu'est-ce que vous en pensez. Ah, ça va être bien apprécié. Puis aussi, il y a les shows, il y a le show qui s'en vient dans pas long. Hein? Yes, sûr, il s'en vient dans pas trop long. J'aurais aimé ça vous le montrer. Mais là, c'est ça. Je fais mon intro en dehors de mon studio. Fait que je pourrais pas vous montrer l'affiche comme que je vous l'avais promis. Prochain intro, on sait jamais. Sinon, ouais, c'est ça. Le show s'en vient dans pas long. Hier, j'étais à Alma, j'ai écrit, j'ai fait la première version du 60 minutes. Ça a crissement bien été, mais je suis pas encore pleinement satisfait, là. Gros merci en passant à tout le monde qui sont venus au show à Alma. C'était tabarnak, c'était le fun, c'était au Lion d'Or, c'était vraiment cool. Ouais, fait qui qu'on recevait cette semaine? Il me semble que j'avais d'autres choses à plugger. Ah oui, c'est ça. Pour les shows privés aussi, écrivez-moi sur jeralain.com, hein. Jer de R, Alain 2L. Ça commence à se booker. Tant des fêtes arrivent. Hein? Ouais, il y en a plein qui ont commencé à m'écrire. Fait que c'est bien cool, écrivez-moi, man, c'est bien chill, ça. Et, ouais, c'est ça. Fait que qui qu'on recevait cette semaine, c'est JP Lagacé, le chanteur du groupe Get the Shot. Vraiment très nice, le gars. Tabarnak, il a fait jusqu'à Québec. Il s'est promené Québec, Montréal, juste pour le podcast. C'est sûr que sa blonde habite pas mal, ça arrive sud à Montréal. Mais ça reste quand même que ça, je l'apprécie en sacrament. En plus, j'avais dit que j'étais pour y payer le gaz, puis il a même pas voulu que j'y paye. C'était un esti de bon Jack, pour vrai. Je suis vraiment content. Puis en plus, dans le podcast, vous allez remarquer, ce gars-là, esti qui sait bien s'exprimer. Il est beaucoup articulé, le gars, là. Il a en tabarnak l'affaire. C'est même moi, d'un fois, j'essayais de me watcher pour pas inventer des mots, là. Ah non, il est vraiment nice. C'est un esti de bon dude. Puis allez écouter ça, Get the Shot, man. C'est vraiment bon. C'est sûr que c'est violent comme musique. C'est du bon hardcore, punk, metal. Mais ouais, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. J'ai beaucoup aimé ça. Fait gros merci à Get the Shot. Puis gros merci à vous autres de suivre, d'écouter le podcast. C'est tellement apprécié. Tout ça en plus qui me supporte financièrement, c'est vraiment apprécié. Vous faites la différence. C'est grâce à vous autres que ça peut marcher cette affaire-là. Fait que gros merci à tout le monde qui l'écoute. Puis je vous souhaite une excellente écoute cette semaine. Passez une excellente semaine tout le monde. Puis peace out, rock on. Puis on se revoit la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Comme ça, tu me disais, la ride n'a pas été si pire que ça pour t'en venir à Montréal. Ça a quand même été correct, là, je te dirais. Mais maintenant, il faut s'habituer. Venir à Montréal, c'est comme un peu aller au Pérou. Là, dans le fond, là. C'est un peu la même game. Là, fait que, une fois que tu es prêt à ça, là, ça va bien.
Ben, c'est vrai qu'avec les nids de poules qu'on a, c'est pas mal semblable que aller au Machu Picchu. Ouais, c'est ça. Les nids de poules étaient déjà là quand même il y a à peu près 15 ans. Ouais. Puis là, ils sont encore là. Puis là, rajoute du trafic, rajoute les ponts qui tombent. Là, tu sais, côté vision apocalyptique, là, tu peux pas avoir mieux que ça. Fait que, tu sais, quand tu viens de l'Est comme moi, là, c'est parfait. Yes. Qu'est-ce que tu faisais hier, man? T'étais-tu... Hier, c'était bien relax. Là. C'était tranquille. Ouais, c'est la fin de semaine, on prend ça relax. On a des grosses semaines. Là. Parce que moi, en plus, avec les deux bandes, je suis enseignant aussi au cégep. Fait que c'est sûr que les fins de semaine que j'ai pas de show, je te dirais que tranquille avec la famille, avec ma copine, avec le lévrier à la maison. Puis on prend ça chill. Cependant, avant hier, il y avait le fameux UFC. C'est ça, tu me parlais là tout à l'heure. Évidemment, moi, je suis gros fan de MMA, gros fan de UFC. Et quelle soirée, hein? Ouais. Mais il y a eu des beaux combats, là, pour vrai. Le event match, il était vraiment nice. Oui, absolument. C'était un beau combat. Mais tu sais, d'habitude, il y a tout le temps cette rivalité-là, d'un fois, là, tu sais. Puis après la bataille, une fois terminée, la fight, ben, il se serre les mains, puis il y a un gros respect. Absolument. Puis là, c'est la première fois. Ça a été complètement l'inverse. Mais tu sais, il y avait de l'animosité, puis ça a été bâti quand même de longue date, cette animosité-là. Faut comprendre. Puis ça a surtout été un degré très, très, très personnel. Tu sais, on s'entend. McGregor, on le sait bien, c'est un showman. On sait que c'est un gars qui fait sa promotion sur les controverses qu'il va créer, tout ça. Cependant, tu sais, il y a une limite des fois qu'il vaut mieux ne pas franchir. Tu sais. Lorsqu'on s'attaque, par exemple, à la religion, à la famille ou à la vie personnelle d'un combattant, je pense qu'il faut s'attendre des fois à avoir peut-être des représailles. Puis je pense que McGregor, dans cette fois-ci, a un petit peu dépassé la ligne de l'acceptable. Puis, sans dire que ce que Khabib Nurmagomedov a fait avant hier, c'était une bonne chose, je n'irai pas le condamner puis le moraliser non plus. Hein? Surtout qu'on prend en considération que McGregor, c'est quand même un gars qui a garoché un trolley car sur un autobus rempli de combattants. Il a blessé des innocents. Il s'en va en cours, je pense, à cause de ça. Ou ça s'est réglé? Ça s'est réglé, en fait. Dans le fond, ce qu'il y a eu, c'est une petite tape sur les doigts, quelques heures de travaux communautaires, puis une coupe de pesos à débourser justement pour. Mais pas de casier judiciaire, pas de peine d'emprisonnement non plus. Puis quand même, McGregor aussi, là, c'est un gars aussi qui a quand même frappé Mark Goddard, qui est un arbitre quand même en MMA assez respecté. Pour vrai? Pendant un événement de Bellator, où il combattait même pas. Là, il accompagnait quelqu'un dans le coin, puis il a délibérément frappé Mark Goddard à la fin du combat. Il était impulsif, ben raide, le gars. Complètement. Mais tu sais, après ça, ce qui est dangereux, tu sais, moi, ce qui m'énerve dans tout ça, c'est qu'on excuse ensuite ce genre de geste-là en disant « Ah, c'est McGregor, c'est pas trop grave, c'est juste un coup de publicité. » Sauf que cependant, lorsque c'est un Russe qui porte le nom Nurmagomedov à la fin, puis qui décide justement de répondre à ce genre d'attaque-là par la force physique, ben là, on va dire que c'est disgracieux pour le sport, puis c'est pas bon. Fuck that. Entendons-nous, l'UFC fait son chou gras avec ce genre de controverse-là. Fait que les fans de McGregor qui se font les porte-étendards de la moralité, là, moi, des fois, je prends ça avec un grain de sel. Penses-tu que Dana White était content de ça? Bon, évidemment que devant les caméras, il va dire que non. Il va dire que non devant les caméras. Puis ça apparaissait dans sa face. Puis là, il dit vous savez, j'ai pas nécessairement envie de parler de qui va se battre contre Khabib la prochaine fois. Je suis pas là pantoute. Il dit I'm sick and disgusted. Voilà, c'est ça. Mais cependant, tu sais, dans un an, là, quand il va y avoir le rematch entre Khabib et Conor, crois-moi que Dana White va être bien content de ce qui est arrivé. Ils ont capitalisé là-dessus. Ils ont un méchant, là, tu sais. Ben, ils ont un méchant vertueux, quand même. C'est ça qui est intéressant. C'est un vilain vertueux, Khabib, parce que je te dirais que dans la communauté des arts martiaux mixtes, il y a très, très, très peu de gens, hormis les fanatiques de McGregor, qui vont condamner tout azimut la conduite de Khabib. Ils vont surtout relativiser ça, remettre ça en contexte. Puis c'est dur, justement, de dire Khabib est un homme disgracieux pour le sport quand on regarde ce que McGregor a fait à côté. Ah ouais, c'est ça. Là. Sans tomber dans la double faute, sans dire les autres font pire, fait que c'est pas si mal. N'en demeure pas moins que McGregor va très très loin, puis on l'a excusé très 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 souvent. Fait que je pense qu'on serait mal placé pour condamner moralement Khabib après ça. Toi, t'étais-tu Team Khabib ou J'étais Team Khabib. Ah ouais, moi tout. Je cacherai pas mes couleurs. Moi tout, man. Pour vrai, là, je sais pas. Moi, je voulais qu'il se fasse péter, le petit coquille. Il faisait chier. Là. Mais le pire, c'est que après chaque match qu'il a fait, je trouvais qu'il s'exprimait super bien, puis il avait un beau respect du sport. Une belle humilité quand même. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, là, merde, je sais pas, là, ça a été un peu trop loin. Ça a explosé, mais c'était assurément le meilleur Royal Rumble depuis que Stone Cold Steve Austin l'a gagné en 2001. Ben maintenant, la WWE n'a plus rien à voir là-dedans. Écoutez, l'UFC, c'est rendu pareil. Là, autant de drama, autant de controverses, puis autant d'affaires que tu t'attendrais absolument pas. Ben oui, puis un autre esti de beau match qu'il y avait, c'était...
si je me souviens plus du nom, là, c'est comme le gros Black. Là, Derek Lewis. The Black Beast. Là, exactement. Hey, ça, c'était un estimement. Hey, t'avais l'Allemand en train de le péter ben raide à 10 secondes de la fin. Absolument. Il a continué de voler. Un bon coup de poing sur le bord de la marboulette, puis il est tombé, ça n'a pas été long. Drôle de personnage, hein, Lewis, cependant, avec un drôle de speech aussi à la fin. Mais lui, il t'a reconnu, genre, sur Instagram. Il est bien followé parce qu'il y a tout le temps des affaires. C'est un peu grotesque, un peu loufoque, le bonhomme. Effectivement, tu le voyais à la fin du combat, plus de culottes, il enlève ses culottes. L'animateur lui demande comment ça, t'enlèves tes culottes? Ah, ben, tu sais, j'avais chaud à bisoune. Non, ouais, c'est. Mes balles collaient. C'est ça, tu sais, j'étais pas bien. Fait que, drôle de personnage, là, on voit. Là, ouais, vraiment. Tu prends pas trop au sérieux, vraisemblablement. Fait longtemps que t'écoutes la UFC? Ça fait quand même plusieurs années parce que moi, j'ai grandi dans les arts martiaux. Je fais des arts martiaux depuis que j'ai l'âge de 4 ans. Ouais? Fait que je fais du taekwondo depuis l'âge de 4 ans. Donc, pour moi, là, tout ce qui a été arts martiaux, ça a toujours été une passion pour moi. Moi, je suis ça depuis genre l'époque de Chuck Liddell. C'est juste un petit peu avant que GSP, ça monte bien raide. Tout à fait. Puis j'ai tout le temps bien pogné là-dedans. Puis en plus, là, qu'il y avait une vedette locale, on va dire. Tout à fait. Saint-Isidore. Saint-Isidore qui oui, Georges Saint-Pierre vient de Saint-Isidore. J'ai déjà fait un show à Saint-Isidore, moi. Comment ça a été? C'était cool, mais je me suis fait payer en humus. En humus, ah ouais? J'espère qu'il était bon, moi, qu'il était de qualité. Ben, il était périmé, fait que c'est pour ça Mais honnêtement, j'ai jamais eu autant de sacrements d'humus. J'avais un shitload de humus, là. J'avais, genre, je sais pas, comme 10 pots d'humus, puis avec du brie, genre. Ah, ben, en plus, la combinaison est parfaite. Ben, ouais, c'est ça. I guess que... Je sais pas, si pas il a pensé que j'avais des craquelins en trop. Trésor local. Ça allait aller là-dessus, là. Ben, écoute. Ben, en tout cas, sur cette mention d'humus, je pense qu'on est prêt à starter ça, ce show-là. Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, man. Je reçois mon nouvel invité, JP Lagacé, du band Get the Shot. Ça va bien? Ça va super bien pour toi. Yes, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, malgré tout le trajet que tu as fait pour te rendre ici. Ben, merci à toi, hein, je suis vraiment content ici. Ouais, tu me dis que tu l'avais suivi un peu, le podcast? Oui, j'avais regardé quelques capsules que tu avais faites, tout ça, puis j'avais toujours trouvé que c'était super intéressant parce que cette formule-là, podcast, je trouve qu'elle n'est pas suffisamment exploitée ici au Québec. T'sais. Comme par exemple aux États-Unis, en matière de musique, par exemple, on a Jamie Jasta, qui, par exemple, va inviter souvent des artistes de métal, genre ça. Puis je trouvais qu'au Québec, ça me manquait un peu de ça. Fait que je trouvais ça intéressant ce que tu faisais ici. Ouais, avant, c'était pas mal juste des humoristes parce que c'était les seules personnes que je connaissais pas mal, là. Mais là, c'est ça, vu que j'ai gagné un petit peu plus de crédibilité, j'ai essayé d'aller chercher différents groupes, différents domaines, tu sais. Puis moi, en plus, je pensais que j'étais un fan de hardcore, mais là, de plus en plus que je m'en informe, je vois que je connais rien là-dedans, là. C'est un vaste milieu. Ben, tabarnak, oui, tu sais, là, j'écoutais, là, vous avez tout un dialecte, là, vous autres, là, la façon de vous parler, les bandes vous parlez, puis là, je suis comme, tabarnak, je connais rien là-dedans, moi, Chris. Mais moi, j'ai tout été fan de August Burns Red, puis Asking Alexandria, tu sais, ben, c'est comme les plus classiques, on peut dire, genre, ou qui... Ben encore là, on pourrait dire que c'est même pas du hardcore à proprement parler. Hein. Ils ont gravité beaucoup dans un milieu qu'on appelait le metalcore au début des années 2000, qui était une espèce de récupération commerciale du metal blendé avec une esthétique hardcore, mais qui dans les faits n'a rien à voir avec la culture hardcore. Ouais, pur et dur, là, ouais. Ah, c'est sûr, man. Puis moi, j'avais commencé aussi avec Non, c'est pas, je viens de te dire ça, c'est Alexis on Fire. Alexis on Fire. Ouais. Toi, t'as grandi en écoutant quoi comme musique? Hey, moi, là, ça a été tout un périple quand même, mon introduction à la musique extrême. Ah ouais? Ça a commencé, j'étais en 6e année. Puis, tu sais, moi, je viens d'une petite ville qui s'appelle Rivière-du-Loup, dans l'est du Québec. Ah ouais, j'étais en show. T'étais en show, justement. Je me suis fait payer en humus à Rivière-du-Loup, justement. C'est ça. Non, je sais qu'ils sont moins cheap que ça. Ouais. Je veux juste plugger que je fais des shows. Engagez-moi ici. Non. Puis payez-le en humus. C'est ça. Mais je viens d'une petite ville, c'est ça. Rivière-du-Loup, cependant. Bas-Saint-Laurent, Rivière-du-Loup. Super belle place en Belle place, super cool. Sauf que, tu sais, à l'école primaire, cependant, il n'y a pas grand monde. C'est une toute petite ville, là. C'est pas beaucoup d'habitants là-bas. Puis, à l'école primaire, tout le monde était brigadier. Fouille-moi pourquoi. Mais tu sais, être brigadier, c'était fucking hot à Rivière-du-Loup. C'était le mec le plus ultra de l'élitisme loupoirivois, là. T'es brigadier, OK? Puis il y avait comme trop de brigadiers
pour la sécurité qu'il y a à faire. Fait que, tu sais, c'était comme une micro-société de policiers, là. Tu sais, c'était dégueulasse, la limite. Puis, il y avait tout le monde se promène en dossard, puis avec des stops de... Exactement, genre, cours pas dans la rue, des niaiseries de même, là. Tu sais, ça fait comme, oh, fucking shit, tu sais, chez nous, je fais ce que je veux. Il y avait-tu tant d'enfants, là? Ben, il y en avait pas tant que ça, mais... Comme tout le monde est brigadier, tout le monde est policier. 1984, George Orwell, c'est Rivière-du-Loup, genre dans les années 90. Okay. C'est pareil. Sauf qu'il y avait deux catégories de personnes qui voulaient pas être brigadiers. Les bums, ceux qui avaient des bombers, des patchs de The Exploited. Puis t'avais moi, tu sais, qui avait rien à foutre des brigadiers. Très jeune, j'ai eu un dédain pour l'autorité qui était quand même assez marqué. Ouais. Fait que ce qui arrivait... Tout le monde était brigadier. Pourquoi? Il y a quand même une raison. C'est pas par souci de servir sa communauté. Là, entendons-nous. Là. Tu sais, Carlis, t'as 9 ans. T'as pas envie de servir ta communauté tant que ça. T'as envie d'une chose, c'est d'aller au village des sports à la fin de ton année scolaire. Okay? Ah, OK. Les brigadiers allaient là. Fait que, résultat, il y a une journée dans l'année où est-ce que tout le monde de l'école allait au village des sports, sauf moi puis les bums de l'école. Fait qu'on se retrouvait, moi puis les 5 bums de l'école, dans un petit local, à avoir une journée libre à faire je sais pas quoi. Fait que les bums, ce qu'ils faisaient, ils amenaient leur Ghetto Blaster puis leur cassette. Metallica, Megadeth, Sepultura, Slayer, c'est name même it. que t'as été initié. C'est de même que j'ai été initié. Ils m'ont fait tout écouter ça, puis j'ai fait comme wow, malade. T'sais? Puis je suis entré dans la musique extrême à cause de ça. Première cassette que j'ai eue, ça a été Rain in Blood de Slayer, puis ça a changé ma vie à jamais. Puis à un moment donné, je m'étais dit, hey, je vais les impressionner. Moi aussi, je vais aller m'acheter une cassette, puis je vais leur montrer que je suis capable de connaître ça, la musique AV. Fait que j'étais allé à mon magasin de cassettes, j'avais acheté 2 cassettes. Première cassette que j'avais achetée, je la trouvais malade. C'était une espèce de biker mort-vivant sur une moto qui vole. Sauf qu'il y avait un esti de problème. C'est quand tu mets ça dans le ghetto après ça, puis ça part, ça dit « I would do anything for love ». Ah, c'est Meatloaf. Ah, c'est Meatloaf. ça. Déception monumentale. Fait que là, j'ai fait fuck off. Heureusement, il y avait une deuxième cassette avec des bébites pas croyables sur le cover. C'était Best of the Beast d'Iron Maiden. Ouais. Fait que là, j'ai fait OK, cool. Là, c'était ça T'as que pas je tant cherchais. perdu à la face avec, Non, c'est avec ça. celle-là. C'est ça. Fait que, tu sais, ça a commencé là. Ouais. Puis après ça, ben, j'ai grandi dans le métal. Quand je suis arrivé un petit peu plus tard au secondaire, là, je suis entré dans le skate punk au bout, comme tous mes chums à l'époque. À l'époque, c'était simple. Tu étais soit un punk rocker ou tu étais un rapper. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas de milieu. T'étais soit l'un, soit l'autre. Moi, tout, c'est ça. Moi, j'étais à la fin, genre, de cette génération-là. Là. Exact. Moi, j'étais un rapper dans le temps. T'es un rapper. Ouais. On aurait été ennemis. Théoriquement, je devrais même pas être assis ici. Non, c'est pas vrai. J'ai écouté beaucoup de rap après ça dans ma vie. J'étais un gros fan. Mais je faisais du rap. J'étais un rapper, mais qui faisait du skate. Fait que, tu sais. C'est comme un entre-deux. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, dans le film Grind, là, t'as-tu vu Grind? Ouais. Tu sais, les estis de rappers à la fin, là, genre, qui se pognent contre. Je ferais partie de. C'était ça, genre, cette gang de losers, okay. là. OK, c'est bon, c'est parfait. Ça vit ça, là. C'est ça. Ben, à Rivière-du-Loup, tu sais, on t'aurait guillotiné pour ça. Ouais. C'était un sacrilège. Tu pouvais pas jouer ces deux sides. C'était impossible. C'était impossible. Fait que non, j'ai écouté du punk, puis après ça, tranquillement, j'ai découvert le hardcore par la force des choses aussi. OK. Puis ça m'a amené là aujourd'hui. Puis, comment t'as commencé à faire de la musique? Hey, moi, j'ai grandi dans une famille de musiciens. Ma mère était elle-même dans une famille avec 6 autres filles, puis elle avait un band, puis mon grand-père était le gérant de ce band-là. Fait que ma mère, dans le fond, qu'elle a un enfant, c'est-à-dire moi, son seul enfant, ben, il a tout appris ce qu'elle savait, littéralement. Fait que j'ai appris la guitare et le piano super jeune. Fait que j'étais même dans la chorale calique de mon école dans le temps. Non, c'est là que j'ai appris à chanter. J'avais peur que tu disais la chorale de mon église. Non, c'était à l'église, en fait, parce que je chantais juste à l'église. J'étais le René Simard des pauvres, mon chum. C'était le même, là. Littéralement le même. Fait que, tu sais, avant de détruire Dieu, j'ai chanté pour lui. Là. C'est ça que ça veut dire. C'est quand même hot quand on y pense. Tu été bien dans la religion, ta famille, tout ça? Non, pas du tout. Non, j'avais une maman féministe quand même, relativement critique de l'establishment. Ouais. Fait que jamais tant que ça non plus. Faut que c'est une famille relativement athée. Ouais. Mais là, tu disais que t'aimais pas l'autorité dès ta jeunesse, tu sais. Ouais. Comment ça? C'est juste ta personnalité est faite de même ou t'as regardé ta mère aller ou Ben, c'est sûr que d'avoir à se battre quand même contre des préjugés assez féroces,
dès ta plus tendre enfance, ça forge aussi ta vision du monde. Moi, tu sais, je suis né en 86, puis déjà quand ma mère a eu un enfant, c'était une femme monoparentale, j'ai jamais connu mon père de ma vie. C'est toujours bizarre quand t'es jeune, tu te fais poser des questions, comment ça t'as pas de père, tu sais, d'où est-ce que tu sors, tu sais, comment ça ta mère est toute seule. C'est un modèle quand même qui était atypique, qui n'était pas encore assez répandu, pas autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait presque partie du cadre de la normalité, mais à l'époque, ça l'était un petit peu moins. Fait que déjà là, tu te poses beaucoup de questions, puis tu te demandes pourquoi les gens jugent à ce point-là, tu sais, ta situation. Puis tu finis par comprendre aussi que toi, c'est ça, t'en as pas de père. Non, c'est ça, puis t'en as pas besoin non plus. Ouais. C'est ça la différence. Okay. Il te manque rien dans ta vie pour autant. T'sais. Puis rapidement, tu te rends compte que les gens jugent beaucoup, que les gens aiment pas la différence. Les gens aiment pas ce qui ne leur ressemble pas. Les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Ouais. Puis rapidement, tu demandes des justifications. On dit, pourquoi vous agissez de même? On n'est pas capable de justifier ça. Pourquoi quand tu as 5 ans, tu fais faire du piquet devant le bureau du directeur parce que tu as mis un gilet avec une tête de mort dessus? Tu fais comme, c'est complètement irrationnel. Ça n'a pas de maudit bon sens. Fait que très, très, très jeune, des anecdotes comme ça t'amènent à remettre en question l'autorité en place puis te disent, moi, je veux pas appartenir à ce genre de monde-là. Fait que, rapidement, moi, je me suis forché ce genre de mentalité-là puis cet esprit critique super réfractaire, justement, on va dire finalement à l'autorité qui se justifie pas. Non, ouais. Puis, ben, tu sais, ça, tu disais, tu sais, le monde a peur de l'inconnu. Tu sais, le racisme, puis tout ça, ça part de ça, là, tu sais, là. C'est dégueulasse. Tu sais, juste à regarder les commentaires sur les réseaux sociaux, là. C'est épouvantable. Puis d'autant plus que, tu sais, qu'on va vivre une nouvelle crise sociale qui va être assez importante, merci, je pense, dans les prochaines années. La CAQ qui vient de rentrer au pouvoir. Tout à fait. C'est une drôle d'époque, mais je te dirais que, tu sais, les germes de ce genre de mentalité rétrograde-là ont toujours été là. C'est juste qu'on dirait qu'ils prennent pour cible des communautés différentes d'époque en époque. Ouais, ça fait comme un peu comme Trump là, en ce moment. Là. C'est comme genre... c'est comme vu que là, il est au pouvoir, mais c'est comme ça légitimait le fait de le dire ton commentaire. Faire comme, ben là, ça n'a pas rapport, là, elle porte la voile, puis elle prie. Oui, tout à fait. C'est comme... Tout à fait. Puis c'est ça, c'est qu'on dédouane justement les discours xénophobes, les discours justement qui cherchent à imposer à des gens qui sont tout simplement différents finalement un carcan moral puis un carcan politique qui leur correspondent pas. Puis surtout quand ces gens-là ne représentent pas une menace, là. Entendons-nous. Puis moi, j'ai trouvé ça drôle parce que, tu vois, moi, j'ai quand même des prétentions libertaires, c'est-à-dire que je me suis toujours vu comme un libre penseur qui avait quand même certaines affinités avec les idées anarchistes, on va dire. Puis autant que les anarchistes sont les premiers à critiquer la religion, mais qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix de se faire les défenseurs des minorités qui sont opprimées, puis de défendre le droit à la liberté de culte. C'est tweet, là, mais c'est le même. T'sais, aujourd'hui, il faut défendre la liberté de croire en ce que tu veux. C'est particulier pour un anarchiste, parce que normalement, même si tu regardes les textes de mon band, je veux dire, on est un groupe antithéiste. Là. On est les premiers à critiquer la religion. Mais cependant, on n'est pas pour l'ostracisation, la stigmatisation, puis l'oppression systématique de communautés qui sont littéralement opprimées sur une base quotidienne. C'est pas parce que tu haïs la religion que c'est un prétexte pour opprimer des gens finalement qui ne pensent pas comme toi. T'sais. Ouais, ben c'est ça, mais tu sais, la liberté d'expression, c'est ça que c'est. Là. Que ça soit que tu sois d'accord ou pour, ben si tu vas te battre pour pouvoir le défendre, pour que la personne puisse le dire. T'sais. Tout à fait. Du moment que c'est fait respectueusement. Ah oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Puis c'est juste que ce qui est dommage aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'idéaux progressistes qui sont instrumentalisés justement par des gens de droite, on va dire des idéologies conservatrices, par exemple à cause des femmes, le discours antithéiste, tout ça pour justifier un agenda qui est xénophobe puis qui est raciste. Ouais. Parce que dans les faits, c'est ça, souvent. Puis c'était drôle parce que tu vois, il y a 2 jours justement, il y a eu une mobilisation à Montréal contre le racisme. C'est-à-dire les dérives potentielles des nouvelles politiques que, par exemple, le gouvernement en place cherche à mettre. Puis c'est drôle parce que quand tu regardes dans les commentaires, ce qui revient le plus souvent, c'est « Ah, les gens qui vont dans la rue, ils n'arrêtent pas d'accuser les Québécois d'être racistes, alors que c'est
pas du tout ça que ce genre de manifestation dit ou que les manifestants disent. Ils disent pas les Québécois sont racistes, loin de là. Ils sont en train de dire plutôt finalement qu'il faudra être prudent à l'égard de certaines politiques qui vont dédouaner par la suite des discours racistes. Puis c'est surtout là-dessus. Fait qu'il faut faire vraiment attention parce que souvent, la critique finalement sociale, elle est souvent détournée à des mauvaises intentions. Puis je pense qu'on fait dire justement des fois à des gens qui sont simplement pour la liberté des choses qu'ils n'ont absolument pas dit. Ouais, c'est ça, de leur mettre des mots dans la bouche qu'ils ont fuck all dit. Là, ouais. Tout à fait. Tu sais, moi, il y avait une affaire que j'avais vue, tu sais, là, on parle de racisme, tout ça. Puis j'avais vu un article comme quoi qui disait que là, il va y avoir... le port du casque sera pas obligatoire pour ceux qui portent le turban puis tout ça. Puis moi, j'étais comme à la base, je suis comme... Mais moi, je trouve que porter un casque, c'est déjà une merde à part. Je trouve que ça devrait être... Tu sais, moi, je pense que ça devrait être la personne qui décide, là, tu sais. Puis si tu crèves, ben, t'as pas d'assurance. Ça doit être porter ton esti de casque. Ouais, c'est ça. Puis entendons-nous, c'est des cas anecdotiques qui nous éloignent complètement du véritable enjeu, la véritable question. Ouais. La question, c'est plutôt de savoir, est-ce qu'on a envie de vivre justement dans une société où est-ce que les gens ont la liberté de croire en ce qu'ils veulent, puis d'être ce qu'ils veulent, ou est-ce qu'au contraire, on va commencer finalement à avoir des paramètres totalitaires ou est-ce qu'on va imposer aux gens finalement une certaine ligne de conduite puis finalement les arracher à ce qu'ils sont viscéralement, surtout lorsqu'ils ne posent absolument aucun problème. Puis pour moi, c'est ça la question ici, c'est qu'on est en train de créer un problème alors qu'il n'y en a tout simplement pas. Tout simplement. À partir du moment où est-ce qu'on a un État qui est laïque, les individus qui travaillent pour cet État-là le sont pas en tant que tel. Ils ont des procédures qui font en sorte qu'ils appliquent de manière impartiale puis juste ces politiques-là. Mais il ne faut pas confondre finalement nos convictions personnelles avec l'application de la loi par l'État, ce qui est complètement deux choses. Puis je pense qu'il y a cet amalgame-là puis cette confusion-là qui règne totalement puis super souvent lorsque revient ce genre de questions-là. Puis l'autre affaire aussi, moi, qui me dérange beaucoup quand on parlait d'autorité tantôt, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés avec les gens qui prétendaient connaître l'autre plus que lui-même. Des gens qui, par exemple, des hommes blancs qui vont parler au nom des femmes racisées, par exemple. Des gens qui parlent des communautés homosexuelles, queer, LGBT en général, alors qu'ils ne connaissent pas leur réalité. Moi, j'ai beaucoup de difficultés, justement, avec les gens qui ne parlent sans rien savoir. Socrate parlait de la double ignorance dans ce temps-là. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ce genre de discours-là. Puis je pense qu'on a pas mal plus à gagner justement en s'enrichissant de la présence des autres, puis en discutant, puis en dialoguant réellement avec ces gens-là, puis en leur donnant le droit de parole, pas en prétendant justement avoir raison ou connaître ce qu'ils savent, mais en leur donnant la possibilité de s'exprimer, puis d'exprimer cette différence-là. On a pas mal plus à gagner avec cette démarche-là, selon moi, plutôt qu'en ayant une démarche autoritaire où est-ce qu'on va leur imposer une manière de penser puis une manière d'être. Tu sais, là, tu as beaucoup un discours vraiment comme engagé politiquement, tu sais. Tu trouves-tu que c'est un peu le mandat de la musique punk, ça, tu sais, de punk hardcore? Tu sais, tu trouves-tu que ça doit faire partie de ça? Je pense pas. C'est drôle, hein? C'est drôle ce que je veux dire, mais je pense pas. C'est pas un mandat, ils peuvent le faire, tu sais. Exactement. Il y a des groupes qui le font. On pense à des bands comme Propagandhi, par exemple. Ce sont des groupes qui sont engagés, puis pour qui la musique, c'est on va dire, un instrument quand même au service d'une cause politique qui dépasse, qui transcende cette musique-là. Mais je pense pas que, surtout pas le hardcore ou le punk, a cette obligation ou ce devoir moral-là. Parce que pour moi, ce qui fait vraiment le potentiel critique du hardcore ou du punk, c'est le fait que c'est une finalité sans fin. L'art, c'est ça. C'est-à-dire c'est quelque chose qui sert à rien en soi. Ça n'a pas d'utilité sociale au sens propre du terme. Puis c'est le fait justement que ça n'ait pas d'utilité qui lui donne puis qui lui confère un pouvoir critique, justement. Du seul fait de faire de la musique qui est différente finalement des canons esthétiques qui sont dominants, ben déjà là, c'est une critique sociale. C'est une manière de se positionner dans le monde. Après ça, si tu veux avoir un discours engagé, ben tant mieux pour toi, mais pour moi, c'est pas quelque chose qui est nécessaire parce que en soi, l'art, c'est une posture critique. Puis ce qui fait qu'il est critique, c'est justement qu'il ne sert pas une idéologie particulière. Cependant, ceci étant dit, je considère que le milieu hardcore, il fait figure d'exception à certains égards, pas du point de vue de la composition de la musique en tant que telle. Je pense pas que la musique a à être engagée, mais nos milieux doivent être inclusifs, cependant.
Puis ça, c'est la nuance que je ferais. C'est-à-dire que le milieu hardcore, le milieu punk, se doit de rester un milieu inclusif, c'est-à-dire un milieu accessible, un bastion de résistance à ceux qui ont justement à subir l'oppression sur une base quotidienne à l'extérieur des murs qui abritent ces spectacles-là. Les gens, tu sais, qui se sentent différents dans la vie, peu importe, ils se sentent pas à leur place, par exemple, dans les... Qui se sentent marginales, peu importe, qui se sentent opprimés parce qu'ils sont racisés, qui cadrent pas dans les dénominations binaires, genrées qu'on retrouve dans la société. Tous les gens qu'on a considérés comme des freaks dans notre vie. Puis moi, je me considère comme un freak à bien des égards. Quelqu'un qui se sent foutrement étranger dans le monde où est-ce qu'il est. Même dans mon propre band, des fois, je me sens complètement étranger. Ben, le hardcore puis le punk, ça devrait être un milieu où est-ce que justement ces gens-là ont leur place. Ils n'ont pas à être jugés pour ce qu'ils sont, ni pour ce qu'ils croient, ni pour ce qu'ils font. Ils sont là parce qu'ils ont le droit d'exister, puis ils ont le droit d'avoir la parole dans ce milieu-là. Puis ça, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Fait que la musique n'a pas à être engagée, mais le milieu se doit de rester inclusif. Puis pour moi, ça, c'est fondement de base dans cette culture-là. Fait que après ça, d'être antiraciste, antisexiste, anti-homophobie, pour moi, ça va juste de soi dans ce milieu-là. Sinon, j'ai bien de la difficulté à comprendre quelqu'un qui penserait que le hardcore, c'est une idéologie ou c'est un mouvement musical, artistique, esthétique qui pourrait fonctionner avec une idéologie raciste. Ça fonctionne pas. Ce serait une antithèse fondamentale. Tu dis, ouais, ça base... tu sais, tes textes, tes bases-tu à partir de la frustration que t'as? Tu t'inspires-tu de ça, tu sais? Ben, tu sais, je l'ai dit souvent, c'est dans le passé. Ouais. Si j'étais un gars en paix avec lui-même, si j'étais un gars fondamentalement heureux, je ferais pas cette musique-là. Le jour où je serai complètement pacifié, je vais faire autre chose. Je vais faire d'autres genres de musique. Je ferai autre chose. Au pire, je ferai du trap, je sais pas, mais je ferai autre chose. Je vais faire de quoi de différent. Ça serait cool, pareil, de voir faire du trap. J'aimerais bien ça parce que je suis un gros fan de trap. Mais je suis pas sûr que je serais bien bon pareil. Qui sait? Mais je ferais de quoi qui va être plus douillet, justement, plus calme un peu. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. T'sais, pour l'instant, je pense que j'ai encore un bon fond de révolte et d'indignation en dedans de moi. Il n'est pas nécessairement politique, cette indignation-là. Je pense que c'est une partie de cette indignation-là. Je pense qu'il est fondamentalement existentiel. Tu sais, quand je parlais d'étrangeté tantôt, pour moi, ça a toujours été le sentiment qui canalisait ce que je créais là, comme musique. OK. Puis là, je l'ai parlé, là, ça te revient d'un été crissement chargé. Absolument. Félicitations. C'était le fun. C'était cool, ça. T'as fait une trentaine de shows dans 9 pays différents. Ouais, c'est ça que tu exactement. disais sur Internet. Exactement. Ouais. Gros été, ça a été plus qu'un mois et demi de tournée aux 4 coins du vieux continent, puis surtout dans des festivals d'envergure. C'est ça qui a été trippant, tu sais. Fait que c'est des milliers de personnes à tous les jours. Là. Fait que ça a été du travail, ça a été de la grosse job, mais ça a été super enrichissant. Ouais, vous avez commencé au Hellfest, c'est ça? Exactement. Puis ça, c'est reconnu, ça, cette place-là. Là. C'est comme l'un des plus gros festivals métal dans le monde, là, littéralement. Puis c'était quelle scène vous avez faite? Je sais qu'il y a plusieurs scènes, je pense. On a fait la Warzone, dans le fond. Ouais. Puis tu vois, quand on a joué, nous autres, on était le deuxième band à jouer sur la Warzone. On jouait aux alentours, si je ne me trompe pas, là, de midi 45 dans ce coin-là. Là. Il y avait 17 000 personnes. Oh shit, OK. Pendant qu'on jouait. Parce que surtout, en plus, en France, je te dirais que c'est peut-être là où est-ce que Get the Shot fonctionne le mieux dans le monde. OK. La plupart, finalement, notre gros bassin, justement, de personnes qui nous suivent se retrouvent en France. Fait que à chaque fois qu'on joue là, puis en plus, tout le monde s'est comme retrouvé dans le même festival au même moment. Fait que ça a donné une ambiance là, survoltée. Hellfest en France, ça? Oui, exactement. Okay. Je pensais que c'était en Allemagne, moi. Non, c'est pas en Allemagne. Je sais pas pourquoi. Ça brasse la France. Le côté punk, hardcore, metal, ça brasse au bout. Ouais. Oui. Comment que... Ça, je me posais comme question. Comment que vous avez... je vais commencer par la première. Comment ça avait été reçu en France puis à l'étranger? Vous avez été bien reçu? Ah, vraiment, on l'a toujours été. C'était quand même notre 10e tournée en Europe. Hein? C'était pas la première fois qu'on s'en allait là. Ça fait depuis 2013 quand même là, qu'on défriche ce territoire-là de long en large. La première fois qu'on a été en Europe, c'était en 2013. Puis c'était en France notamment, puis une petite partie de l'Allemagne aussi. Mais en France, super rapidement, les gens là-bas là, nous ont considérés comme de la famille.
probablement à cause de la proximité culturelle, la langue, puis tout ça. Mais on s'est fait beaucoup d'amis super rapidement, puis il y a eu un gros hype sur le band très rapidement en France, ce qui fait que ça s'est vraiment, là, ça s'est répandu comme une traînée de poudre un petit peu partout. Puis ça grossit avec les années, on y est retourné 2-3 fois par année. Puis c'est devenu littéralement un phénomène là-bas. Puis c'est pour ça que c'est devenu l'endroit un des endroits qu'on aime le plus au monde, ça c'est clair. Puis même chose pour l'Allemagne, la République tchèque, l'Espagne, ça va super bien dans ces la coins-là. République tchèque, t'as mis une vidéo où Chris, ils ont vraiment envahi ta scène. Absolument, le Mighty Sounds. Tu disais, il y avait une émeute, là, quasiment. Une mini-émeute, là, littéralement. Et c'était drôle, ça. C'était super drôle parce que c'était le dernier show de la première partie de la tournée cet été. Puis là, on est arrivé là. Il est arrivé plein d'affaires parce que cette journée-là, on jouait la même journée que Planet Smashers. Tu connais Planet Smashers? Non, band de ska. Okay. Gros band de ska ici de Montréal. C'est des pionniers du mouvement ska ici. Puis on jouait au même festival, sur la même scène, la même journée. Fait que là, on s'est dit, hey, ça serait le fun de faire de quoi avec Planet Smashers, tu sais. Fait qu'on avait écrit sur Twitter, genre, au Planet Smashers, puis on avait lancé un défi au Planet Smashers. Venez faire une toune avec vos trompettes, vos saxophones, pendant une de nos tunes. Venez avec nous autres, venez faire ça. Puis ils sont venus, fait qu'on pensait, nous autres, que le high point du show, ça allait être ça. Ils viennent faire leur tune, c'est cool, ben beau. Puis là, finalement, moi, à la fin du show, souvent, moi, j'invite les gens, justement, à sacrer les barricades à terre. Parce que, justement, ce qui est des fois un petit peu tannant dans les gros festivals, j'adore les gros festivals, j'adore les grosses scènes, mais ce qui est tannant, il n'y a pas de proximité. Ouais, c'est ça. Les gens sont tellement loin, il y a des grosses gates, en plus, des fois, il y a des gardes de sécurité. Dans le hardcore, c'est super important, cette proximité-là avec le public. Puis, moi, des fois, ça m'énerve. Je suis mal à l'aise, des fois, sur un stage, parce que les gens sont loin. Tu chantes vraiment dans la foule. Ouais, parce que je suis mal à l'aise d'être loin. Je suis pas là pour être loin, puis j'aime pas l'idée, finalement, qu'on se fait, c'est-à-dire qu'il y a des musiciens puis un public. Dans le hardcore, c'est de l'horizontalité pure, là. Il n'y a pas de public, puis il n'y a pas d'artiste. Là. C'est le public, c'est le show. Le crowd, c'est le show, c'est la musique. Fait que souvent, je descends en bas, mais à la fin du show, là, j'ai dit, ben, sacrez les barricades à terre, montez sur le stage, c'est votre stage. Puis je voyais le monde, il s'amusait à shaker les barricades, je voyais que ça avait du fun, mais jamais je pensais qu'il allait vraiment foutre les barricades à terre, puis qu'il allait vraiment prendre d'assaut la sécurité, puis qu'il allait monter sur le stage en plus. Puis c'est ça qui s'est passé, puis c'était complètement, là, mais complètement, là, c'était pas stagé pantoute, on pensait pas que ça allait arriver du tout. Puis ça s'est passé comme ça, c'était spontané au bout. T'as-tu eu peur, genre? T'as-tu eu de la misère à chanter? Pantoute, j'ai adoré ça. Non, pantoute, moi, je trouvais ça magique. Moi, je checkais les guitaristes, puis le drum, le bassiste. J'étais comme, Chris, sont-ils encore capables de jouer leur crise de tout? Parce qu'il y avait tellement de monde. Il y avait tellement de monde, mais tu sais, the show must go on. Ouais. Puis cependant, ceux qui capotaient, c'était les stage tech à côté, par exemple. Hein? Eux autres capotaient leur vie, puis ils trippaient pas bien. Ils s'attendaient pas à ça. Non, pas pantoute. T'ont-tu donné de la marde après, ou... Un petit peu. Je te mentirais pas un petit peu. Mais quand même, ils ont compris là, que c'était pas stagé, puis ils ont compris que c'était pas prévu, puis c'était arrivé de même. Là. Ouais. Mais ça a été, je trouve, un maudit beau moment, justement, de chaos. Ça, c'est des moments que j'apprécie. Mais en plus, ça revient à ce que tu disais, que ça soit inclusif. Là, tout à fait. Tu peux pas être plus inclusif. Non, c'est bien tough. Non, c'est clair. Non, c'est clair. Puis c'était drôle. Je veux dire, le monde était sur le stage, puis il dansait comme il voulait. Là. Il faisait ce qu'il voulait. Il y a un vieux bonhomme qui a essayé tant bien que mal d'escalader la grosse caisse de son. Il était pas capable. Il était à moitié tout nu là, à la fin, tellement qu'il était pas capable. Je veux dire, c'était tellement laid que c'en était beau. Là, le visage qui se tourne vers l'horreur et qui contemple l'horreur. C'était un peu ça. Là, le chaos, ouais. C'était beau. Y a-tu... parce que ça fait une couple de bandes que je reçois sur mon podcast, puis on dirait de la façon qu'ils parlent, il y a tout le temps une différence entre être reçu au Québec versus être reçu en Europe. Là, y a-tu une différence de ça? Il y en a une différence, je dirais, qu'elle n'est pas nécessairement entre le Québec puis le reste de l'Europe, mais je dirais l'Amérique du Nord at large, puis l'Europe. C'est sûr que, tu sais, en Amérique du Nord, il y a quelque chose comme un individualisme super important, super profond. C'est ancré dans nos us et coutumes, c'est ancré dans notre manière de voir le monde aussi. Ce qui fait que, par exemple, en Amérique du Nord, si t'es payé ton gaz, t'es déjà chanceux, comme Ben. Puis après ça, ben c'est arrange-toi.
Souvent, c'est comme ça que ça se passe. T'sais, au Canada ou aux États-Unis, c'est souvent comme ça. Au Québec, je dirais que ça dépend où. De moins en moins, c'est de même. Là, ça commence à se transformer beaucoup, ces habitudes-là. Je regarde, par exemple, ce qui se passe ici à Mirabel ou des Boules aux fesses, par exemple. On accueille des bands. Super cool. C'est bien différent. C'est bien différent. Puis je pense que la mentalité change. Un shout-out à Mick Desbouleaux. Il est fucking nice, ce gars-là. Absolument. C'est une personne extraordinaire. C'est que je l'aime. Moi, j'essaie d'être son porte-parole. Qui est venu souvent en tournée avec nous autres, d'ailleurs, à l'étranger. Ben, c'était pas votre gérant ou... Non, pas du tout. Ça a été un ami, il a été roadie pour nous autres. Super souvent quand on est allé en Europe là, à plusieurs reprises. Fait que c'est un super bon ami. Mais c'est ça, ce qui se passe, c'est que souvent en Amérique du Nord, c'est plus individualiste un peu. Quand tu arrives en Europe, par exemple, qu'un band, peu importe t'es qui, là, qu'un band soit nourri puis logé, c'est de base. Ça va de soi. Ce qui n'est pas le cas ici, là, mais pas pantoute. Là, fait que les gens là-bas, dès qu'ils organisent un spectacle, ils t'amènent de la nourriture qu'ils font. Souvent, c'est de la nourriture homemade, maison. Là, on ne te donne pas 10$, on t'en va chercher de la pizza cheap. Là. Les gens prennent le temps de cuisiner, de te donner la nourriture, de donner un endroit au coucher. T'sais. Fait que déjà là, tu sens que tu te sens mieux accueilli. Un petit peu, tu te sens chez vous, à la limite. C'est un spécial. Ouais, sans être spécial. Ben, en fait, quand t'es habitué de manger de la merde, puis pas être considéré nulle part où tu vas, puis que t'arrives là-bas pour la première fois, man, t'es vraiment impressionné. Ça fait comme, wow, c'est le fun ici. Fait que je pense qu'il y a cette manière-là de se représenter l'autre qui est différente là-bas. Puis il y a aussi l'idée que le hardcore là-bas, je pense, puis là, je mets ça, je vais peser mes mots un petit peu, mais je pense que là-bas, c'est plus un mode de vie à part entière qu'ici. C'est-à-dire, je pense qu'en Amérique du Nord, c'est devenu beaucoup un choix de consommation parmi tant d'autres. C'est-à-dire que le hardcore, c'est de la musique parmi tant d'autres que tu écoutes, au même titre que tu vas écouter Post Malone après ça, 2 heures plus tard. Puis t'alternes entre les genres musicaux, finalement. Puis c'est un peu la même chose quand tu vas voir des spectacles. Dans certains coins d'Europe, au contraire, on a l'impression que c'est un mode de vie à part entière parce que tu as beaucoup de spectacles qui, par exemple, se déroulent soit dans des lieux communs, c'est-à-dire dans des fois littéralement dans des communes, c'est-à-dire des endroits autogérés par des gens qui habitent ces immeubles-là puis qui gèrent eux-mêmes la salle de spectacle. Ce qui fait que c'est un milieu, là. C'est un milieu de vie, littéralement, les salles de spectacle. Les gens vont là pour dialoguer, pour manger, pour discuter. Il y a tout là-bas. Ils n'ont pas un sideline. C'est pas juste un sideline. C'est pas tout... Les choses sont rarement aussi dans des bars à proprement parler. Il y a vraiment des lieux autogérés qui sont spécifiques pour cette musique-là. Fait que déjà là, ça donne une ambiance qui est bien différente. Fait que t'as plus l'impression que là-bas, écouter du hardcore, c'est pas juste écouter un style de musique, mais c'est vivre d'une certaine manière aussi. C'est drôle. Puis ça, je trouve ça le fun parce que, moi, quand je suis prof, puis que j'enseigne à mes petits culs de 17 ans, que la philosophie, c'est pas tant une question d'idées, mais c'est une manière de vivre en correspondance avec ses idées. Ben, quand je vois ce qui se passe avec le hardcore en Europe, je me dis que c'est à peu près la même affaire. C'est pas juste ce que tu écoutes, mais c'est une manière de vivre sa musique aussi là-bas. Fait que ça, c'est un bout que je trouve intéressant. Puis on est en train de retrouver ça cependant ici au Québec. Je trouve qu'il y a beaucoup de belles initiatives qui se rapprochent de plus en plus de ce qui se fait en Europe. Mais en Amérique du Nord, en général, c'est différent. Puis eux autres, c'est quelle perception ils ont de la musique hardcore du Québec, de la scène québécoise. Ben, c'est drôle parce que avant 2013, parce que 2013, c'est la première année qu'on a été en Europe, je pense qu'avant ça, on n'entendait pas parler ben du Québec en matière de hardcore, j'entends. En matière de métal, entendons-nous, là, il y a eu des pionniers. Il y a eu Voivod, il y a eu The Spice Tycoon. Le métal, quand même, il était bien vu au Québec. Là, je suis content parce que les deux bandes que tu as nommées, j'y connais. Bon, ben voilà. Je commence à être dans la gang. Yes, sir. T'es dedans, là, tu t'es en ligne. Monsieur Humus, là, il s'en vient dans l'élite, tranquillement. Yeah! Mais tu sais, dans le métal, c'était une chose. Mais le hardcore, sérieusement, il n'y avait pas eu grand-chose tant que ça qui s'était... Ben, pas qui s'était fait au Québec, mais qui avait traversé l'Atlantique, cependant. Ça, c'est une autre chose. T'sais. Il y a eu Death for Every Sin de Montréal, début des années 2000, qui a été comme un premier gros band hardcore ici au Québec, qui a fait quelque chose aux États-Unis, mais ça s'est pas exporté vraiment outre-Atlantique. Après ça, qu'il y a eu d'autres, Perfect Murder, qui avait signé sur Victory Records, justement, dans les années 2000, quelques tournées aux États-Unis, mais encore là, ça s'est pas exporté vraiment outre-Atlantique. Fait qu'il n'y avait pas grand-chose là, qui était sorti du Québec et qui était allé en Europe avant ça. Fait qu'en 2013, quand on a mis les pieds là-bas pour la première fois, c'était comme Québec, il y a des bons bands, finalement. Même dans le hardcore, ils font quoi d'intéressant? Ils font pas juste nous garrocher les vidanges comme Garou, puis ils font autre chose. Céline, tu sais, ils font d'autres choses, Fait que je pense que c'est peut-être un bout que je suis fier, c'est que je suis content d'avoir permis
peut-être au continent européen de se tourner un petit peu vers le Québec et dire « Hey, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Il y a des foutus de bons bands, avec des foutus de bonnes tunes aussi. » Puis qui rivalisent avec n'importe quel band américain. T'sais. Puis je pense qu'à partir de là, la vision du Québec a changé. Puis aujourd'hui, je pense que toutes les bands du Québec peuvent facilement aller jouer en Europe maintenant parce qu'il y a un beau chemin qui est déjà tracé. Puis les gens ont envie d'entendre des bands du Québec. Ça, c'est trippant. Ouais. Tu sais, là, ça... on parle ça d'aller jouer ailleurs. Est-ce que l'Internet est pour beaucoup là-dedans? T'sais? Est-ce que tu trouves versus, mettons, des avantages versus des désavantages ça pourrait amener, ça ressemblerait à quoi? T'sais? Ça a permis de démocratiser cette musique-là énormément. Ça, c'est intéressant. De se faire connaître aussi. De se faire connaître, mais sauf qu'en même temps, je te dirais qu'à cet égard-là, sur le plan de la promotion en tant que tel, je te dirais que c'est peut-être encore plus difficile aujourd'hui que ça l'était dans le temps. Parce qu'il y a tellement, justement, de groupes sur Internet. Tu vas sur Spotify, il y a un groupe que t'aimes, on va t'en proposer là, 30 autres qui sonnent exactement pareil. Et comment tu fais pour te démarquer un petit peu de la masse et faire autre chose? C'est de moins en moins évident, je te dirais. Là. Fait que c'est un couteau à double tranchant, Internet. Fait que tu sais, c'est tellement avantageux que ça peut en devenir désavantageux. Exactement. Tu as tellement de possibilités, mais tu n'as pas plus de moyens, justement, de rendre compte de ces possibilités-là puis de les réaliser. Fait que ça devient quand même difficile. Fait que c'est pour ça qu'à cet égard-là, il n'y a pas de secret Internet. C'est intéressant. Ça te permet de te faire voir un peu, mais le meilleur moyen, c'est de faire des shows. C'est de partir avec ta vieille vanne rouillée, faire des shows locales, puis aller gagner du monde un à un dans les salles de spectacle, dans les petites villes. Puis tranquillement, de fil en aiguille, ben là, tu vas te retrouver finalement avec quelque chose de solide, avec du monde qui te suit. Nous autres, c'est ça qu'on a fait. Ça fait quand même 10 ans. On roule, là, 10 ans, puis tu sais... 10 ans, c'est beaucoup. Puis sérieusement, ça fait peut-être 4 ans, je te dirais, peut-être que le Ben a vraiment pris une ampleur internationale, puis là, qu'on est connu un petit peu partout. Mais ça fait 10 ans là, qu'on fait ça, là. Tu sais, on a mangé longtemps notre pain noir, là. Puis on a fait des shows là, devant 5 personnes, puis même que des fois, ça arrive encore, là. Fait que... ça arrive encore, même aujourd'hui? Ça arrive encore, tu sais, je veux dire, mettons que t'es, je sais pas, dans le fin fond de l'Allemagne, un lundi soir, il faut que tu te bookes de quoi, tu sais. Sinon, t'as rien, là. Fait que tu vas te booker de quoi dans un petit bled perdu. Puis tu sais, tu vas peut-être avoir 10-15 personnes, mais des fois, c'est 10-15 personnes qui vont rester après ça. Puis qui vont aller te voir après ça au prochain gros show que tu vas aller faire. Fait que ça vaut quand même la peine de le faire, mais c'est jamais facile. Puis t'es quand même en Allemagne aussi. C'est un trip. Tu fais comme, Chris, je suis tellement loin de chez nous, là. Tu sais, c'est quand même... Vraiment. Qu'il y ait une personne, t'es comme, Chris, j'ai réussi à dire un Allemand, t'as parlé. Ah ouais, c'est clair. Tu sais, c'est un fucking privilège quand même de pouvoir faire ça, là. Je veux dire... oui, exactement. C'est pas faut pas se plaindre, là. T'es capable de jouer de la musique devant du monde, puis en plus, à l'extérieur de chez toi, puis par-dessus un océan, par-dessus le marché. C'est ça. T'as pas à te plaindre là, de ça. Vous autres, comment que le band s'est formé? C'est ça, on dit que ça fait 10 ans de ça. Je pense que c'est pas la même formation initiale du début. Non, t'as raison. Ça a commencé en 2009. Puis à la base, dans le fond, il y avait un site internet qui s'appelait Québec Punk Scene. Je sais pas si tu je l'ai vu. C'était une plateforme web là, où est-ce que tout le monde allait pour s'informer des spectacles punk, hardcore, etc. Puis il y avait Sam puis Danny qui étaient dans un groupe punk qui s'appelait Not for Pigs à l'époque. Puis eux autres avaient envie de se former un band plus heavy, un band hardcore. Moi, je jouais dans un band hardcore à l'époque qui s'appelait Bridge Too Far à Québec. Puis il m'avait écrit un courriel comme ça, disant, t'as-tu envie de former un autre band, tout ça, on voudrait faire de quoi de heavy, tout ça. Je suis comme, why not, tu sais, mais je connaissais pas les gars, j'avais aucune espèce d'idée c'était qui. Puis maintenant, on s'est retrouvés tous ensemble dans un local. Puis ça a donné la première formation de Get the Shop, puis ça a cliqué tout de suite. On n'a pas eu besoin de faire 4-5 accords, que déjà ça marchait. Puis on savait où est-ce qu'on s'enlignait avec ça. Fait que on s'est connus littéralement comme ça. Puis après ça, à partir de 2010, on va dire 2010-2011, là, on a commencé à rouler pas mal plus. Puis là, c'est là que David, notre drummer actuel, qui avait aussi joué déjà avec Danny à l'époque, s'est joint à la formation. Puis Guy Pierre, qui est le guitariste, qui lui jouait avec moi dans Bridge Too Far à l'époque, se sont joints aussi à la formation. Fait que ça fait en sorte que ça a donné le line-up qu'on connaît aujourd'hui. Puis on est ensemble depuis 2012. Là. OK, fait que c'est ça, puis ça n'a pas changé. Là. Puis ça n'a pas changé depuis. Fait que c'est ça. C'est niaiseux, là, c'est comme... c'est comme une vie de couple, là. Tu dis, ça fait déjà 10 ans. C'est sûr, là, ça doit. Ça passe vite. Ouais, puis aussi de travailler en équipe, ça doit être... ça a ses hauts et ses bas aussi. Oui, absolument. Je te dis, le nombre de fois là, que ça va tellement mal que tu as envie
tout sacré là. Ça doit être de même en humour, ça doit être de même, de même en musique, c'est de même dans la vie en général. Une fois par mois, là, c'est tout le temps de même. Puis finalement, tu t'accroches pareil, puis tu continues de le faire pareil. Puis à un moment donné, tu te rends compte que ça n'a pas donné rien, ce que j'ai fait. Ça m'a mené à quelque part. Quel genre de sacrifice qu'il faut faire pour pouvoir se rendre... à ce que vous êtes rendu, le Get the Shot. Le bonheur. Ouais. le sacrifice du bonheur. non, je fais des farces avec ça. Mais c'est sûr que, d'un point de vue personnel, ce que ça exige, c'est d'avoir des gens autour de toi qui t'aiment assez fort pour te voir partir. C'est drôle, puis là, je veux saluer ma copine, ma merveilleuse copine qui est juste ici, qui est la meilleure personne au monde, le plus grand cœur au monde, mais qui est aussi la plus tolérante et la plus patiente. Ouais, ça doit. C'est pas évident de partir 2-3 fois par année pendant une certaine période de temps avec du monde qui t'attend pendant que t'es parti. Fait qu'il faut des relations solides. Fait que ça, c'est pas toujours facile. Même d'un point de vue, des fois, professionnel, c'est de vivre un peu de manière précaire aussi. T'sais. Moi, je veux dire, je suis prof, mais faut que je réussisse aussi quand même à gagner ma vie, payer mon appart, parce que hardcore, c'est pas une carrière. C'est un mode de vie, mais c'est pas une carrière. Ouais. Fait que il faut que je paye quand même mon appart. Fait que tu trouves des jobs ici et là, tu essaies de survivre ici et là. La stabilité, c'est le plus grand sacrifice que tu as à faire si tu veux faire de la musique alternative. Ça, c'est sûr et certain. C'est pas un mode de vie qui est stable en tant que tel. Mais c'est le fun. C'est super enrichissant. Puis t'es toujours confronté à la nouveauté. Moi, c'est ça que j'aime dans cette musique-là. OK. Fait que t'es toujours obligé... Parce que moi, je suis quelqu'un, par exemple, personnellement, je vais parler pour moi ici, là. Je suis quelqu'un, de facilement casanier. Je te dis, je suis un petit peu misanthrope. Je suis un peu un gars qui aime être dans ses affaires. Puis quand je me complais dans l'habitude... ça se peut que je bouge pas pendant un certain temps. Il faut qu'on me pousse un petit peu pour m'amener à sortir de ma zone de confort, puis me confronter à d'autres choses, puis prendre des initiatives. Ouais, moi tout, je suis pas mal de même. Là, juste quand je vais au resto, je pogne tout le temps la même affaire parce que moi, je suis sûr de pas être déçu. T'es jamais déçu, c'est ça? Ben, là-dessus, on se ressemble pas mal. C'est pas mal ça aussi. Moi, je change jamais de menu. Quand quelque chose de bon, je change pas. Fait que c'est un peu de même dans la vie en général. Fait que ça... je trouve que la musique, moi, ça me force toujours personnellement à me confronter à du nouveau. T'sais, quand des fois, je me dis, hey, ça me tente donc ben pas de partir 3 semaines à être tout croche, pas propre dans une vanne sale. Là, je me dis, mais tu vas avoir du fun, par exemple. Tu vas faire des shows extraordinaires. Puis tu reviens et tu es super content de l'avoir accompli. Mais on dirait que j'ai besoin de ce petit rush-là d'adrénaline, quelque chose qui dit, hey, sors un petit peu de ta routine, justement, là, puis vois la vie. Puis après ça aussi, tu es content de re-rentrer dans la routine, dans tes bonnes pantoufles. Ben oui, c'est clair, ça te fait apprécier ce que tu as aussi à la maison. Non, drôle ça. Puis Get the Shot, c'est toi qui as trouvé le nom du band, c'est ça? Oui, exactement. Puis comment que c'est venu? Ça, c'est pas particulièrement original. En fait, c'est le nom d'une chanson d'un band qui s'appelait Attitude. C'était un groupe de Syracuse à l'époque que j'écoutais beaucoup. Puis j'aimais la chanson parce que c'était une chanson là, qui disait Get the Shot, ça voulait dire reçois l'injection. C'était une critique finalement, on va dire, du dogmatisme en politique ou dans la vie en général. C'est-à-dire les gens qui croient certaines choses sans les remettre en question nécessairement. Fait qu'il disait « get the shot ». C'est ça qu'il disait. Puis moi, je trouvais qu'il y avait une connotation qui était super intéressante. Fait que j'avais sorti ce nom-là. Puis on l'a gardé au fil des années. Ouais, les bands ont tout approuvé. Puis... Ah ouais, c'est ça. Ben, tu sais, le côté lyrique, ça a toujours été moi qui a comme pris ça de front. Ce côté-là. Fait que tu sais, ça a toujours été mes idées couchées sur papier là, en tant que tel. OK. Puis les autres, c'est quoi? Ils l'approuvaient, genre? Ou ils faisaient-tu des recommandations sur les paroles, genre? Pas vraiment. Pas vraiment. J'ai toujours laissé aller là-dedans tant que ça sonnait bien. Ouais, ben c'est parce que chacun a comme son rôle pas mal dans le band à Get the Shot. Moi, je suis le genre de gars qui est pas un technicien de la musique, c'est-à-dire que j'ai joué de la musique toute ma vie, mais je suis pas un virtuose. Je suis pas un aussi bon guitariste que, par exemple, Guy Pierre dans le band, qui lui, vraiment est un génie technique de la guitare. Moi, je me suis toujours vu comme un chef d'orchestre. Je me suis toujours vu comme celui qui jouait du band. Il y a le band, puis moi, je joue du band. C'est-à-dire que je compose des chansons, je structure des tunes, puis j'écris des paroles. Moi, ça a toujours été ma job en tant que tel. Ce côté artistique-là, ça, c'était le mien. Mais après ça, les autres gars dans le band, ils font d'autres jobs. Il y en a d'autres que c'est les communications, leur job, le booking, la gestion du band.
tout ce côté-là aussi, il est super important dans un band. Ils ont tous leur rôle un peu. Absolument. Fait que c'est un travail là, vraiment collaboratif au final. Fait que c'est important parce que c'est bien beau la musique, mais c'est pas juste ça. Si tu veux que ton band marche, il te faut d'autres choses. Il faut d'autres mondes qui sont capables de faire aussi la job de bras à côté et qui sont capables d'aller booker des shows. Je pense à Danny qui, à l'époque, quand même, nous a booké plein de shows un petit peu partout. Puis même encore aujourd'hui, c'est lui qui met la main à la pâte quand vient le temps, justement, de booker le band, de le promouvoir, tout ça. C'est lui qui a une vision de tout ça. Faut avoir de la gueule quand même pour faire vraiment, ça. Vraiment, moi si t'es pas sûr, t'es comme, on n'est pas pire. Personne va t'engager. Tu vois, ça, c'est moi. Ça, c'est mon attitude. moi, je suis genre je suis le sale poète, pas trop sûr de lui-même, humble à l'excès. Ouais. Fait que j'ai besoin, des fois, de monde fier, de monde qui dit non, on est bon, on est capable. Moi, je pense à mon chum Danny, c'est ça sa job, lui. Ouais. Puis c'est lui, dans le fond, qui va propulser le band, justement, puis va être capable de le faire voir publiquement, puis va être capable de lui donner une prestance, puis une image qui correspond à ce qu'on est véritablement. Parce que si c'était juste de moi, moi, j'aurais l'impression de faire de la merde depuis toute ma vie. Ouais, là, c'est ça. Comprends? Un artiste n'est jamais vraiment satisfait pleinement de son œuvre. Non, je pense pas. Je pense qu'on est condamné à être perpétuellement insatisfait. La vie, c'est un inconvénient. C'est ça qui arrive. Puis là, je voulais te féliciter parce que ça, vous avez été nominé comme meilleur album de métal au Gamix, c'est ça? C'est exactement ça. Ouais. Cool. T'es-tu content? Ben, je suis super content. Ouais. Ça, je suis vraiment content parce que dans Infinite Punishment, c'est un album qu'on a travaillé, mais vraiment longtemps. Puis on était super fiers du résultat. Ouais, c'est le 3e, ça? C'est le 3e album complet, exact. On avait travaillé avec Chris Donaldson pour celui-là, le gars de Cryptopsy. Puis ça avait vraiment donné une facture esthétique vraiment intéressante, puis comme on voulait. Fait qu'on était super content d'avoir cette nomination-là parce que, tu sais, du hardcore dans l'industrie, tu verras jamais ça, ou presque pas. C'est rare qu'il y ait une reconnaissance sociale ou une reconnaissance par ses pairs, justement, des gens de l'industrie de ce type de musique-là. L'année passée, je sais que c'est Obey the Brave qui a gagné justement cette nomination-là pour l'album métal de l'année, qui sont des bons amis aussi, puis qu'on aime beaucoup. Il est super cool, Alex Arien. Il est venu sur le podcast. Absolument. Puis il est très correct, le gars. Je l'aime, ce gars-là. Puis tu sais, c'est un pionnier là, dans le genre. Lui, il a mis le Québec sur la map, là, autant dans le métal que dans le hardcore. Il a mis vraiment notre Québec sur la map. Puis c'est un bonhomme exceptionnel aussi. Puis c'est ça qui est cool dans ce milieu-là, c'est que il y a beaucoup, justement, de gens avec le cœur à la bonne place dans le milieu alternatif. Puis de voir que de plus en plus, ces gens-là qui ont travaillé fort toute leur vie sont capables d'avoir un semblant de reconnaissance par l'industrie parce qu'on a souvent opéré dans l'ombre pendant des années. Ben ça te fait un petit quelque chose. Fait que moi, cette nomination-là, je la voyais de même. Je trouvais que c'était le fun d'être là. T'sais. Ne serait-ce que, tu sais, qu'il y ait du hardcore dans une catégorie, là, pour une fois, c'était le fun. Je sais qu'il y avait mes amis Apes aussi l'année passée qui avaient été aussi nominés au Gamic. Fait que moi, je suis content de voir ça. Je suis heureux de voir ça. Je suis content de voir que le Québec hardcore, il commence à rayonner chez nous, puis aussi à l'international. Puis je pense que ça, c'en est une autre preuve. C'est-tu juste pour le Québec, ça, Gamic? Gamic, c'est québécois. OK. Fais-tu bien longtemps que ça existe, ça? Gamic, ça fait quand même quelques années que ça existe. C'est vraiment un gala en parallèle, un gala, dans le fond, alternatif, là, en marge de ce qui se faisait, par exemple, à la disque. Fait que souvent, c'est des gens dans des catégories qui sont pas représentés dans un gala super institutionnalisé comme celui de la disque, qui vont se retrouver au Gamic, donc dans un milieu plus alternatif. Fait que ça, c'est super trippant. T'aimerais-tu ça qu'il y ait une branche metal, genre, ou hardcore, ou slash whatever? Ben, il y en a déjà un au Gamic pour l'album métal de l'année. Fait que, tu sais, pas dans cette catégorie-là. Il y a d'autres bands métal, il y a des bands de death. Mais tu sais, genre pour le gala de... je pense pas que ce soit nécessaire. Puis moi, je serais jamais... Parce que pour moi, je fais une différence quand même fondamentale entre des contre-cultures comme le hardcore puis l'industrie culturelle. Moi, je fais vraiment une différence entre les deux. Puis la vocation du hardcore, c'est pas nécessairement d'être reconnu par l'industrie. C'est cool d'avoir une reconnaissance de ses pairs, des gens du milieu alternatif, mais... Du monde qui te respecte. Exactement. Mais j'en ai rien à foutre. Qu'après ça, que des étiquettes major ou que des grands consortiums médiatiques aiment ce que je fais ou promouvoient ce que je fais ou pas, j'en ai rien à foutre. Ou s'intéressent. Si je voulais faire ça, je ferais du pop. Je serais littéralement dans la ligne directrice justement de la musique mainstream. Mais si on fait du hardcore quelque part, c'est qu'on veut pas non plus appartenir à cette logique-là. Où on essaie de s'en détacher le plus possible. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Puis comment tu vois que...
sais, parce que là, ils ont passé un extrait de Get the Shot à Radio-Canada là, pour... Tu sais, fait que t'as dû être content. T'étais-tu content de ça? Oui, c'était le fun. C'est quand on avait... En fait, c'est une capsule, justement, qui parlait du Heavy Montreal. Ouais, qu'on a fait cet été. Ah, puis ils ont bien vendu. Puis je parle pas pour l'extrait, par exemple. Ouais. Parce que l'extrait, c'est l'affaire la plus calme, je pense, qu'il y avait peut-être dans l'album. Absolument. Tu sais, on dirait qu'ils ont comme laissé une chance au monde d'embarquer un peu. C'est ça, ouais, tout à fait, je suis d'accord. Puis, non, mais je trouvais, par exemple, qu'est-ce qu'ils avaient dit sur vous autres, c'était vraiment cool de leur part. Puis c'était... En tout cas, ils vous lançaient un peu des fleurs. Vraiment, non, vraiment. Puis le journaliste avait super bien fait sa job. D'ailleurs, on remercie Radio-Canada d'avoir fait ça. Ouais. C'est rare. Vraiment apprécié. C'est rare. Tu dois voir puis, ça. Puis c'était cool, justement, qu'ils mettent les artistes québécois en avant-plan dans le cadre de ce festival-là. Ils n'étaient pas obligés de le faire, puis ils l'ont fait. Fait que ça, je l'apprécie grandement. Fait que c'était le fun pour ça. C'était vraiment le fun pour ça. Puis surtout d'avoir un journaliste qui a fait ses classes. Parce que. Ouais, c'est ça. Souvent, c'est arrivé. Là, quand le gars, il l'a repris, là, man, il savait en crise de quoi qu'il parlait. Oui, tout à fait. Il n'a pas été payé en humus. Non, lui, là, il était bien payé, puis il n'a pas juste été à Saint-Isidore, là, il a fait sa job ailleurs. Fait que, non, il a fait sa job, il a vraiment fait sa job, puis c'est parce que, aussi, il y a un autre aspect qui, pour moi, qui est super important et intéressant, parce que souvent, quand les médias de masse reprennent, par exemple, une nouvelle qui a attrait à un groupe alternatif, souvent, les journalistes font pas leur job de journaliste. C'est-à-dire qu'ils font pas leur devoir. Puis ça me rappelle toujours, quand Infinite Punishment est sorti, il y a eu une chronique sur notre album dans le Journal de Québec. Puis, en gros titre, pour parler de la chronique d'album, c'était Get the Shot fait un nouvel album engagé. Là, j'ai là un album engagé. J'ai-tu écrit un album engagé? Il y a une toune qui, par exemple, qui s'oppose de manière frontale au fascisme. On a toujours eu une de même. Ouais. Mais les 10 autres ont rien à voir avec ça. Puis là, j'étais là, ils ont-tu vraiment lu les paroles de l'album? Ils ont-tu écouté l'album? Puis là, j'étais là, pas vraiment, dans le fond. Puis tout ce qu'on écrivait, c'était des clichés de genre, c'est un groupe engagé, militant. C'est fuck out, ça. Get the Shot, c'est pas un groupe engagé, c'est pas un groupe militant. Ce qu'on dit, c'est des choses qui, selon moi, sont communément partagées dans le milieu hardcore. Ça fait pas de nous des militants, ça fait pas de notre musique de la praxis politique. Là. C'est un band de musique, là. C'est un band de hardcore. Mais j'avais l'impression que le journaliste dépeignait justement une image du band qu'on n'était pas. Mais absolument pas. Fait que quand j'ai entendu après ça la capsule à Radio-Canada, j'étais super content, puis j'étais rassuré, parce que pour une fois, on nous caricaturait pas. On disait vraiment ce qu'on était, puis je trouve que c'était fidèle à ce que le band était. Tu trouves-tu que c'est comme la musique hardcore est comme mal perçue par les médias traditionnels? Peut-être que oui, peut-être que non, mais franchement, j'en ai rien à foutre. Ouais, c'est ça, pour être honnête, mais ça revient souvent à ça, je trouve que... Tu sais, parce que j'ai reçu Dance Laurie Dance là, aussi, puis il disait ça comme... Mais on s'en colle. C'est ça, exact. On cherche pas cette reconnaissance. Ouais. C'est cool, là, genre, mais... C'est ça. Mais sinon, c'est pas plus grave. Ouais. C'est pas ça qu'on cherche, au final. C'est simplement d'avoir un lieu où est-ce qu'on peut exprimer notre différence puis ce qu'on est, comme on l'entend. Avoir le droit d'exister, sacrément, c'est tout. C'est that's it. Sans se faire juger sur notre apparence, sans se faire juger sur notre orientation sexuelle ou ce qu'on est, sur nos idées. Juste être. Avoir la possibilité d'être that's it. Fait qu'on n'a pas besoin que l'industrie nous dise quoi faire, nous dise si c'est bon ou pas ce qu'on a à faire. On prend notre place, puis on la prend comme on veut, puis on a bâti un milieu alternatif différent, en marge de l'industrie, justement pour que ce soit un milieu qui nous ressemble. Ouais. Là, si on parle de l'industrie de la musique, tu trouves-tu que la scène québécoise est en santé du côté hardcore? Côté alternatif, on a des foutus bons bands. Okay. C'est drôle parce que, tu sais, souvent dans le hardcore, veux pas, moi, tu sais, j'étais arrivé là-dedans, tu sais, j'avais 12, 13 ans. Puis j'étais tout jeune, il y avait du vieux monde qui était là depuis bien plus longtemps que moi. Puis souvent, ce vieux monde-là, aujourd'hui, ils vont dire « Ah, le hardcore, c'est plus comme dans le temps. C'était mieux à la fin des années 90 ou c'était mieux dans le temps. » Okay. Puis moi, qui a comme un peu vu, on va dire finalement, la troisième vague de hardcore, puis ce qui est que c'est devenu aujourd'hui, moi, je suis pas nostalgique du tout. Je trouve que la scène aujourd'hui, en 2018, dans le hardcore, même dans le metal, elle est plus belle, plus dynamique, puis plus enivrante qu'elle l'a jamais été dans le passé. Dans le passé, moi, je me souviens, j'avais la vision d'un marginal au sein même d'une communauté marginale. Parce que moi, je venais de l'Est du Québec, je n'ai pas des grands centres. Fait que quand j'allais voir des shows à Québec ou à Montréal, j'étais un outsider.
j'étais un étranger. Personne ne me connaissait, j'avais pas d'amis là. Puis honnêtement, on te le faisait sentir. C'était de même dans le temps. On te connaissait pas, on se demandait t'es qui toi. C'est comme si tu avais à faire tes preuves à l'époque. C'était pas si inclusif que ça à l'époque. Aujourd'hui, je trouve que là où on a avancé beaucoup, c'est que c'est devenu beaucoup plus inclusif. C'est-à-dire que maintenant, là, n'importe qui peut venir dans un show hardcore et se sentir à sa place. Puis ça, je trouve que c'est une avancée majeure dans ce milieu-là parce qu'on a réussi à faire en sorte que ce milieu-là soit pour tout le monde. Fait que les jeunes ont pu se réapproprier leur milieu. Puis ça, je trouve ça super intéressant. Puis contrairement dans le passé, là, dans le temps, mettons, là, t'allais voir des bands hardcore du Québec, 3/4 du temps, tu voyais des bands locaux ouvrir pour des bands américains. Fait qu'il y avait comme cette espèce de mentalité latente de un band hardcore québécois, c'est juste bon à ouvrir des shows pour un autre plus gros band souvent américain. Tu sais, cette espèce de... moi, je l'appelle cette espèce de... la logique de la petitesse, là. C'est-à-dire que t'es né pour un petit pain, puis t'es pas assez bon pour être un headliner. Fait que tu fais juste ouvrir pour des gros bands américains. Puis 3/4 du temps, cette logique-là, elle se répandait dans le crowd aussi. Les gens, soit allaient pas voir les bands locaux qui jouaient puis attendaient juste que l'headliner joue, ou bien ils se croisaient les bras puis attendaient que ça passe. À cette heure-là, on a des shows avec juste des bands locaux qui peuvent attirer jusqu'à 700 personnes. On a joué au Complexe Méduse avec 2 autres bands locaux, 2 bands de Québec, il y avait 700 personnes au Complexe Méduse. C'est inimaginable ça au début des années 2000. On n'aurait jamais pensé que des bands locaux puissent faire quelque chose de même, là. Il fallait retourner au Exofest au début des années 2000 pour voir ça. Fait que là-dessus, moi je trouve ça super le fun. On a une chier de bons bands hardcore à cette heure. Tu sais, je peux pas toutes les nommer, mais il y en a tellement aujourd'hui. Moi, j'en ai découvert un. Ouais, vas-y. C'est... je sais pas, je vois bien l'avoir. Boundaries. Oui. Ce sont des amis de Québec. Ah ouais. Ben, je les ai vus justement au Déboulot Fest. Puis tabarnak, j'ai trippé. De qu'est-ce que je me souviens, ben, j'étais bien sous. Là. J'ai eu pour faire changement. Ouais, c'est ça. J'ai eu bien du fun, man. C'était cool en maudit. En plus, je pense que c'est une des bandes à Alex là, aussi. Oui, là. tout à fait. Parce qu'il est gérant. Là, tout à fait. Fait que, c'en est un exemple de bands super bons qui continuent d'avancer, puis qui vont faire des belles choses aussi, là. Puis il y en a plein d'autres, qu'on pense à Apes, Ghostblade, il y en a plein, là, Northwalk. Je pourrais passer la soirée à nommer des bands qui font aujourd'hui des produits qui sont autant de qualité que n'importe quel gros band américain. On peut rivaliser avec n'importe quel gros band hardcore aujourd'hui au Québec, ce qu'on pensait pas ce qui était possible il y a quelques années de ça. Puis aujourd'hui, ça l'est. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut comme qualité pour pouvoir réussir dans ce métier-là? Ouais. Je sais pas si la réussite, c'est un critère quand tu fais du hardcore. Je pense pas qu'il faut avoir cette prétention-là. Ou percer, dans le fond. Ouais, c'est ça. Je pense pas qu'il faut avoir cette prétention-là parce que je pense qu'à la base, là, il faut que ça naisse d'un malaise, le hardcore. Moi, si ça n'est pas d'un malaise, j'ai un problème avec ça. J'ai de la misère avec un band qui fait semblant d'être fâché, mais qui ne l'est pas en réalité. Ouais. Moi, j'ai de la misère avec ça. Il faut que ça naisse d'un tourment existentiel, de quelque chose qui ne fonctionne pas. T'sais. Puis il faut que ça soit juste de la colère qui est canalisée dans une forme esthétique quelconque, puis qui sert justement à donner un sens à cette colère-là. Fait que pour moi, le point de départ, c'est toujours celui-là. Ça ne devrait pas avoir d'autres prétentions, justement, que de donner un sens à ce qu'il n'y en a pas dans ta vie. Il faut que tu sois en crise, il faut que tu sois fâché, il faut que tu sois indigné. Puis c'est rare que quelqu'un ne l'ait pas, surtout aujourd'hui. Ouais. C'est difficile de ne pas l'être dans le milieu dans lequel on vit, dans le genre de société dans lequel on vit. C'est vraiment tough de ne pas l'être. Fait que je pense qu'il faut simplement être assez alerte et à l'écoute de soi-même pour mettre ça en forme, puis écrire des tunes. Puis écrire tes tunes, ça devrait être la finalité de ce que tu fais. Je pense pas que tu puisses commencer un band hardcore en disant « Hey, j'ai envie d'avoir un band hardcore, de tourer partout dans le monde, devenir big. » C'est ça, probablement que tu le fais pas pour les bonnes raisons. Ouais. Ça devrait pas être ça qui t'anime à la base. Okay? Après ça, ce qui t'arrive par la suite, on va dire, c'est des contingences. C'est des aléas qui font que tu as la possibilité de le faire, puis tant mieux. S'il y a du monde, par exemple, moi, quand j'écris des tunes, quand il y a du monde qui sont capables de se rattacher à mes chansons, qui sentent qu'il y a quelque chose qui leur parle là-dedans, pour moi, c'est un privilège. Pour moi, on va dire, c'est une bonne répercussion, mais c'est un dommage collatéral. Parce que dans les faits, là, ça va l'air con ce que je te dis, mais j'écris pas pour personne d'autre que moi. Ouais. Ben moi, tout, quand je fais mes shows d'humour, c'est ça que c'est. Tu sais, puis j'essaie... La seule différence, c'est, puis j'essaie, mettons, de
de rejoindre le plus de monde possible qui pense comme moi. C'est genre ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'à la base, c'est eux autres qui ont le dernier mot. S'ils rient pas, ben c'est pas un show du monde. Non, c'est ça. T'as pas le choix. Ouais. Puis souvent, plus ta démarche est authentique, c'est-à-dire moins t'as de prétention, souvent plus les gens, justement, sont capables de s'associer à ce que tu fais puis à ce que tu dis. Puis c'est là que ça commence par marcher. Je pense que quelque chose qui a l'air fake, ça paraît. Ouais. Surtout dans ce milieu-là. Dans la culture rap, par exemple, cette idée-là de l'authenticité, c'est une idée qui est vraiment fondamentale. Tu ferais du vrai rap, t'en fais pas. Ben, c'est un peu la même affaire dans le hardcore. Tu fais du vrai hardcore, t'en fais pas. Puis ça passe par la manière de vivre ta musique puis de la créer. Je pense que quelqu'un qui aurait la prétention de dire « Moi, je vais être une star du hardcore », il va paraître pour un fake de toute façon. Ouais. Puis ça va transparaître dans ce qu'il fait. Puis les gens risquent de moins embarquer aussi. Fait que je pense pas qu'il faut avoir ce type de prétention-là. Mais une fois que tu as fait ta musique, puis si tu as envie de faire de la musique, fais-en. Il faut juste que tu sois prêt à faire les sacrifices qui viennent avec. Puis à t'impliquer. Ouais, puis t'impliquer, puis aussi de comprendre que tout a une fin aussi à un moment donné. C'est jamais pour la vie. C'est éphémère, ces affaires-là aussi. Okay. Puis, faut pas avoir la prétention de marquer l'histoire ou de vouloir devenir périn ou éternel. Ouais. Ça, je trouve que c'est une petite prétention idéaliste qui mène à rien. Notre band, présentement, ça va bien, on fait des tunes, mais ça va crever à un moment donné. Ça va se terminer à un moment donné. On va devenir de la poussière, puis dans 20 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans, puis personne ne va parler de nous autres de toute façon. Fait que marquer l'histoire ou avoir une grande carrière là-dedans, je pense que c'est une prétention qui est illusoire de toute manière. Okay. Ça sert à rien. De juste consentir au fait que ça donne un sens à ta vie pour un certain moment. Ouais. Puis ça se peut qu'un jour dans ta vie, tu sois plus aussi révolté puis aussi indigné qu'avant. Peut-être que tu vas le rester, mais ça se peut que non aussi. Ça se peut que ta vie change aussi. Ça se peut que tu te pacifies aussi. Ça se peut que tu trouves un autre sens à ta vie, tu sais. Moi, je sais très bien que j'ai pas envie d'être le gars à 60 ans sur un stage qui essaie de se dégrouiller puis qui a l'air de chanter du hardcore puis qui essaie de donner l'impression qu'il est choqué. Okay, je veux pas devenir une caricature de moi-même. Ouais. Jacques Brel disait la même affaire. T'sais, moi, le jour où je vais avoir l'air ridicule sur un stage, enlevez-moi de là. Je veux mourir avant ça, tu comprends? Puis moi, j'ai pas envie de devenir ça non plus. Je veux pas devenir une caricature du chanteur de hardcore. Je nommerai pas de band, mais il y en a des fois qui sont quasiment devenus ça, justement. Des fois, il y a certains vieux bands qui auraient mieux fait de rester morts plutôt qu'à revenir, plutôt qu'avoir de l'air de ce qu'ils sont aujourd'hui. Puis moi, je me suis toujours promis de jamais être de même. Fait que ça dure pendant que ça dure. Tu le vis à fond pendant que ça passe. Puis après ça, tu vois. Mais je pense qu'il faut pas le voir plus loin que ça. Mais c'est drôle parce que la façon dont tu parlais, je trouvais que ça sonnait un peu triste. Puis là, après ça, je suis un homme triste! Non, mais avec l'explication qui vient, j'ai fait « Ah, Chris, c'est beau. Qu'est-ce qu'il dit dans le fond? » Mais je pense que, tu sais, il faut comme... moi, ma devise, ça a toujours été de vivre l'ivresse dans la sobriété. Puis pour moi, la sobriété, c'est aussi consentir au tragique de la vie. C'est être capable de dire que maintenant, les choses arrêtent, puis il faut s'en réjouir aussi. Ça fait partie du processus naturel de ce qui vit. Tout finit par mourir. Puis je pense que apprendre à mourir, ça sert à survivre. Ouais. Mais ça, tu as dit dans une entrevue aussi que quand la formation du band s'est faite, t'en as profité pour faire un peu un auto-examen de toi-même. C'est quoi tu voulais dire par ça? Ben, c'est parce que, tu sais, je suis malheureusement quelqu'un qui est foutrement tourmenté au quotidien. Puis même encore aujourd'hui, là, à 32 ans, là, je pense que je suis tout autant tourmenté, un petit peu moins qu'avant, mais j'ai réussi à canaliser ça. Mais j'ai toujours été quelqu'un angoissé existentiellement, qui se posait beaucoup de questions, qui se demandait pourquoi j'étais là. Ça a été long d'avoir l'impression que ma vie avait un sens aussi. Puis me remettre en question, ça a toujours été une pratique, on va dire, régulière. Être certain de ce que je crois, être toujours en train de me dire, est-ce que je pose la bonne action? Est-ce que je vis-tu vraiment une vie qui est à la hauteur de mes aspirations, de mes capacités? Ça, c'est le genre de choses qui m'ont toujours tracassé au bout. Puis ça remonte à loin, ce tracas-là. Ça remonte à foutrement loin. Mon grand-père, qui a comme été mon père dans la vie, le jour où est-ce qu'il est mort, il voulait pas mourir parce qu'il y avait une chose qu'il voulait, c'est de savoir ce que j'allais devenir. Parce que lui, dans sa tête, j'allais faire quelque chose de grand. Mon grand-père était comme une
personne super croyante. Puis un moment donné, à ma confirmation, il y a un représentant de l'Église qui avait dit à mon grand-père, en parlant de moi, ce petit bonhomme-là va faire quelque chose de grand dans la vie. Puis mon grand-père, quelqu'un de croyant, super religieux, super catholique, ça marque dans sa tête. Puis il y avait des attentes par rapport à ce que je faisais. Puis moi, je me voyais comme quelqu'un de bien ordinaire. Ouais. Je me suis toujours vu comme quelqu'un de bien ordinaire. Puis on dirait que cette espèce d'attente-là, cette espèce d'aspiration-là que les autres ont à ton égard, on dirait que ça finit par peser. Puis tu te dis, ouais, mais je suis pas à la hauteur de ce que les gens voient en moi. Ah, c'est comme ça crée une pression un peu. Ça crée une pression, mais tu te dis, je suis pas à la hauteur de devenir quelqu'un de grand. J'aimerais bien ça, mais je le suis pas. Des fois, les gens voient des choses que je ne vois pas en dedans de moi. Puis peut-être que c'est ça aussi le secret de s'entourer des bonnes gens dans la vie puis qui nous permettent de nous élever. Puis c'est peut-être ça que j'ai appris aussi. Si tu crois pas en toi, il y a des gens autour de toi qui finissent par croire en toi puis à t'amener à devenir quelqu'un de meilleur. Puis je pense que l'examen préliminaire que j'ai fait sur moi, sur mes premiers albums, ça m'a amené justement à essayer de devenir quelqu'un de meilleur au final. Pas la prétention de dire que je le suis devenu, mais je pense qu'il y a un bout de chemin de fait. Moi, tout, quand j'ai commencé à faire de l'humour, j'ai fait comme genre un peu ça, là, cette analyse-là, là, genre de moi-même, puis de qui je veux devenir, puis de... Tu sais, parce que Gandhi disait une affaire genre comme si tu veux qu'il y ait un changement, ben deviens ce changement, là, tu sais. Tout à fait. Fait que, ça m'a comme tout le temps... Moi, c'est un peu mon grand-père, moi, Gandhi. C'est bon, ça! C'est bon, t'es chanceux, t'en as eu tout un! Yes. Ça, là, vous autres, ça, j'avais un nom de band en anglais. Vous chantez en anglais. Ben, tu chantes en anglais. Fait que, est-ce que ça le... Tu sais, comment tu perçois ça? Est-ce qu'il y en a qui sont déjà revenus pour faire comme, pourquoi vous faites pas ça en français, dans votre langue originale? Là, ça, ce genre de discours-là, on l'entendait beaucoup il y a peut-être 10 ans de ça. Okay? Mais ça, on l'entendait beaucoup, par exemple, dans les grands médias traditionnels. Hein? Par exemple, quelqu'un s'en allait à Tout le monde en parle. Mettons, Pascal Picard s'en allait à Tout le monde en parle. Puis la première question qu'on lui posait, pourquoi tu n'écris pas en français? Ça, là, c'est pour moi, c'est une pensée d'ancien temps. Ça, on n'est plus là. On n'est plus là. Je veux dire, la loi 101 fait sa job, puis c'est correct. Là, au Québec, on n'est pas obligé de parler juste en français puis de chanter juste en français, même si c'est notre langue officielle. On est capable de faire autre chose. Puis en plus, c'est pas comme si tu t'exprimais pas bien. Là. Non, mais là, on est capable de le faire depuis tout à l'heure, t'es super articulé, puis j'essaie de... J'essaie de bien pareil, chaud pareil. J'essaie de me forcer à parler un peu mieux. Puis pas inventer des mots à chaque crise de fois. Ben non, t'es parfait. Non, t'es parfait. Je te rassure. Yes. Mais c'est ça, tu sais. Fait que c'est le genre de questions qu'on posait beaucoup dans le temps. Aujourd'hui, je trouve qu'on pose moins ce genre de questions-là parce qu'on se rend compte que les artistes québécois sont capables de rayonner aussi à l'international. Moi, quand j'ai commencé à faire cette musique-là, je me suis jamais posé la question, j'écris-tu en français ou en anglais? Moi, quand j'écoutais une musique, ce qui m'intéressait, c'était aussi le contexte d'émergence de cette musique-là. Le hardcore, c'est né aux États-Unis, c'est né à New York, c'est né à Washington, c'est né à Los Angeles. C'est les racines. Les racines. Puis, j'étais pas capable de penser cette musique-là à l'extérieur du cadre linguistique puis culturel qui l'a vu naître. Fait que, tu sais, quand tu fais du hardcore, tu le fais en anglais. Ça veut pas dire que tu peux pas le faire en français, mais moi, dans ma vision des choses, la manière de le faire, je n'étais pas capable de faire autrement. J'écoutais que de la musique en anglais, ou presque en anglais. Je dis presque parce que mon premier band que j'ai adoré à l'âge de 4 ans, c'était les Vilains Pingouins. Et Rudy Kaya a été mon premier idole dans ma vie. Mais après ça a été de la musique en anglais, toute ma vie. Fait que je me suis jamais vraiment posé cette question-là en tant que telle. Puis, il y a une autre affaire aussi. Écrire en français, ça exige une plume extraordinaire. Ouais, c'est ça. Hein? Si tu veux pas sonner genre quétaine, puis que ça ressemble à... Cliché, puis on dirait... Puis, tu sais, il y a des groupes qui ont réussi à faire sonner de la musique heavy en français de manière admirable. Tu sais, je pense, par exemple, au Vulgaire Machin. Je trouve que Guillaume Beauregard, c'est un des plus grands écrivains qu'on a ici au Québec. Mais sinon, tu sais... C'est vraiment difficile que ça passe bien, que ça n'ait pas l'air cliché, justement, qu'il y ait cette agressivité que, justement, la langue anglo-saxonne a. T'sais. C'est difficile d'aller rechercher ça. Puis moi, je me suis jamais trouvé comme quelqu'un qui avait une plume assez développée pour faire ça, pour le faire admirablement. T'sais, moi, j'ai un esprit super cartésien. Fait que quand vient le temps d'écrire de la poésie en français... je me sens un petit peu décontenancé. On dirait que c'est pas dans mon mindset, vraiment. Ça se fait, mais c'est tough.
Puis moi, j'en suis pas là. Cependant, je sais qu'il y a des bands qui le font, qui incluent toujours une tune en français. Ben, on parlait d'Obey the Brave puis d'Alex, par exemple. Ça. Garde ta tête froide. Garde la tête froide. Ça en est un super bel exemple. Et Alex, même avec Despise, il écrit un drapeau noir aussi. Il y a toujours eu, dans le fond, des tunes en français. C'est pas les affaires. Fait qu'il y en a qui sont capables de faire. Pour montrer qu'on n'a pas changé. Puis, ben non, exactement. On reste... Ouais, ça, on est fiers d'où qu'on vient. C'est ça. Mais ça fait pas de nous moins des Québécois fiers de leur langue française pour autant quand on chante en anglais. Je pense qu'au contraire, ça nous permet juste d'être des bons ambassadeurs de notre culture aussi à l'international. Ouais, c'est ça aussi. Tu sais, il y a ce côté-là vraiment intéressant. Tu sais, puis ouais, direct ça. Ouais, ça, toi, tes profs, ça, depuis tout à l'heure, t'arrêtes pas de te dire. Tes profs, ben excuse, ben, tu le pluguais, mais je voulais en venir à ça. Ouais. Ça, tes profs de philo. Ouais. C'est quand même drôle, quand même, parce que, tu sais, le gars... Faut que je paye mon loyer. Ouais, je sais. Mais, tu sais, les tatous, les bagues de skull, tu sais, les grosses trèches. Puis, tu sais, fait que je trouve ça cool, tu sais, ça clash en tabarnak de ton casting. Oui, tout à fait. Tu sais, puis t'es-tu remplaçante ou t'as vraiment... genre ta classe, puis t'es un vrai prof. Moi, j'ai mon poste de professeur. Je suis au cégep Lévis-Lauzon. OK. Un super beau cégep, d'ailleurs. Je salue mes collègues, d'ailleurs, par la même occasion. Salut! Fait que c'est une super belle place, belle institution. Puis moi, ça fait 8 ans que je suis prof déjà. Là. Ça passe vite. Puis moi, j'avais toujours eu 2 passions dans la vie. J'avais la musique, puis j'avais la réflexion. OK. Puis les idées. Moi, ça, parce que t'es prof de philo. Là. Exactement. Fait que, j'ai étudié toute ma vie. Puis moi, j'ai aimé les bancs d'école. J'haïssais l'autorité, mais j'aimais l'école. Okay. C'est un peu paradoxal, là, mais c'est drôle. J'ai toujours aimé l'école, j'ai toujours aimé apprendre, toujours été fasciné par ça. Puis j'aimais tellement l'école que j'ai décidé de pas en sortir. Fait que je suis devenu prof de philo. Puis c'était drôle parce que, tu sais, pour moi, devenir prof, c'était exactement le même combat que de faire du hardcore, mais simplement sur des fronts différents. Parce que moi, quand j'ai commencé à étudier en philo, pourquoi je suis allé étudier la philosophie? C'est parce que il y avait des bands qui m'ont influencé quand j'étais jeune, des bands comme Trial, par exemple, qui c'était un band hardcore de la fin des années 90, qui a sorti un album qui s'appelait Our Days, Our Lives. Puis c'était un album, ça c'était un album engagé, un album socialement puis politiquement super critique. Tu lis les paroles de ça, tu fais comme holy shit. Il t'ouvre les yeux sur des enjeux, sur des problématiques que tu n'avais jamais vues. Puis là, ça pique ta curiosité intellectuelle. Ça t'amène à vouloir aller chercher ailleurs, t'informer sur le sujet. Pourquoi il parle de ça? C'est quoi cette thématique-là? C'est quoi l'antifascisme? C'est quoi ça? C'est quoi l'anarchisme? Tout ça. Tu finis par finalement développer cette curiosité-là puis aller chercher ailleurs. Fait que moi, c'est la musique qui m'a amené à m'intéresser aux idées. Fait que la musique, ça pique la curiosité intellectuelle des gens. Puis pour moi, après ça, la philo ou l'enseignement, c'est un moyen de donner des outils intellectuels aux gens pour se défendre après ça, face à ces enjeux-là. Fait que pour moi, c'est exactement le même combat, mais c'est juste sur des fronts différents. Fait que je trouve qu'il y a une belle complémentarité entre les deux milieux. T'as-tu de la misère, mettons, à faire qu'en sorte les deux s'interposent pas trop avec l'un puis l'autre? Tu sais, genre, tu sais, mettons, tu as un show le mercredi, tu sais, le lendemain... Ben, le lendemain, je travaille pareil. Ouais, c'est ça. Fait que quand on a joué au Médiu, justement, là, il y a 3 semaines, ben, tu sais, le show était le jeudi soir, parce que c'était le même. Ouais. Puis moi, le vendredi matin à 8h, j'étais dans ma salle de classe, puis c'était drôle parce que j'avais 5 étudiants qui étaient venus voir le spectacle. Ouais, puis qui étaient dans ma classe du vendredi matin. Fait qu'on était 6 à être poqués ce vendredi matin-là. mais c'est drôle, tu sais, je veux dire, je reviens souvent de tourner le dimanche, le lundi matin, je suis dans ma salle de classe, puis j'enseigne, là, tu sais. Je trouve que c'est un des plus beaux métiers du monde. J'adore ça, j'adore la pédagogie, tu sais, puis même dans mes shows, j'ai pas la prétention d'apprendre quelque chose aux gens, mais pour moi, cet effort pédagogique-là, il est important. Parce que moi, ce qui m'a vraiment qui m'a capté quand j'étais plus jeune par rapport au hardcore, c'est d'avoir des frontmen qui parlaient au public, des orateurs, des gens qui avaient de la verve, des gens là, t'avais l'impression que tu pourrais les suivre puis ils pourraient t'amener à lever le monde au bout de tes bras. Là. Des leaders. Des leaders. Moi, ça a été des Greg Bennick, ça a été des Aaron Bedard, ça a été des gens comme ça, moi, qui m'ont inspiré, qui m'ont influencé puis qui m'ont donné envie de devenir aussi professeur. Fait que cet héritage-là, je l'essaie de le perpétuer justement dans ce qu'on fait. Puis ce côté-là, pour moi, il est important. Fait que pour moi, c'est 2 milieux là, qui se complémentent tout le temps. Mm-hmm. Ah, ben c'est cool, ça, man. Puis, ouais, ça, j'ai vu de quoi, là, avant qu'on termine. Tu t'es joint à la cause Hardcore Care. Ouais.
C'est cool. C'est quoi son VG, eux autres? C'est ça? J'ai comme pas trop compris. Ouais, ben il y a plusieurs trucs. En fait, Hardcore Care, c'est une fondation. OK. Puis ce qu'ils font, c'est que souvent, tu sais, ils sont dans des shows, ils vendent des items, ils récoltent de l'argent, exactement. Puis avec ces fonds-là, ils vont utiliser ces fonds-là pour faire des travaux de développement durable ou des travaux dans des communautés, par exemple, dans des pays en voie de développement, par exemple. Je sais qu'ils ont été à Haïti, notamment. Ils ont été en plein d'autres endroits aussi. Fait que souvent, ils s'associent avec des bands. Puis ces bands-là font la promotion de la fondation, puis participent, puis cautionnent dans le fond le projet de Hardcore Help. Puis je trouve ça super Hardcore Cash, puis je trouve ça super cool parce que justement ça montre que le hardcore c'est plus que de la musique. Ça outrepasse les limites de la création artistique. Puis ça montre que le hardcore c'est aussi un mouvement social, des gens qui sont impliqués dans leur communauté. Puis ça, pour moi, c'est important. Ouais, ça, c'est pas juste un crotté qui écoute sa musique. Non, exact. Parce que c'est juste genre de la musique heavy. C'est facile de décrire de même. Là, exact. Ouais, ça, c'est le stéréotype. Là, mais si c'est juste de la musique heavy, ben ce qu'on fait, c'est aussi futile que n'importe quelle musique mainstream qui passe à la radio. Ça veut plus rien dire. Ça commence à dire quelque chose à partir du moment où est-ce qu'on pense que cette musique-là peut transcender les limites de l'art pour devenir vraiment un mouvement politique. C'est-à-dire, quand je dis mouvement politique, je suis pas en train de dire que ça va prendre d'assaut le gouvernement, c'est pas ça que je dis, mais de faire de nos communautés des meilleurs milieux de vie. C'est surtout ça. Puis pour moi, c'est important. C'est pour ça que je trouve ça cool qu'il y ait des shows, des fois, qui ramassent des fonds, par exemple, soit pour des causes quelconques. Je trouve ça important de le faire, de se rappeler pourquoi on fait ça, parce que c'est de la musique pour et par le monde. Fait, il faut s'entraider, puis le hardcore est là pour ça. Puis moi, qu'est-ce que je trouve nice, c'est souvent qu'est-ce que je trouve plate des causes de même, c'est que ça sonne souvent full quétaine. Puis là, tu sais, vu que c'est, je sais pas, juste la façon que les chandails sont vendus, tu sais, c'est comme un lettrage full dead. C'est beau, c'est clair. C'est comme genre, OK, je peux aider sans me sentir comme une momo. Non, c'est ça. C'est pas parce que t'es tough, t'es tatoué pis que t'es pas impliqué dans ton milieu pis que tu suis pas des autres. T'sais. Fait que justement, on brise encore le plafond de verre des stéréotypes, c'est encore ici. Puis souvent, ce monde-là, qui ont l'air des plus marginaux, c'est souvent les meilleurs citoyens aussi. Ouais, tu sais, comme moi, je suis végétarien, ça fait, je pense, 5 ans de ça. Puis à chaque fois, je le dis, le monde fait comme... Il me crée pas, là, tu sais, c'est comme... c'est ça. Mais comme si c'était quelque chose d'atypique, comme si ça devait pas être, tu sais. C'est spécial des fois. Ouais, direct ça. Là, ça, vous êtes rendu à votre 3e album. Est-ce que tu trouves ça dur, mettons, d'essayer de te réinventer après 3 albums? Tu sais, comment tu fais pour t'inspirer ou réussir à te dépasser toi-même ou le groupe? Là, c'est drôle que tu parles de ça parce que je pense que c'est ma principale angoisse à l'idée d'en ressortir un 4e. Faire, normalement, là, des bands hardcore, ça va faire 2 albums, puis après ça break up. Puis après ça se réunit quelques années plus tard. Les bands qui ont perduré dans le temps, si on fait exception, par exemple, des vieux de la vieille puis des grands bands, si on passe à côté des Madball, Terror et compagnie, qui sont des exceptions parce qu'ils ont créé quelque chose, la plupart des bands hardcore font 2 albums puis ça split. Ou même 1 des fois puis ça split. Quand on a fait 3, t'es rendu à en faire un 4e, là, le défi de te réinventer, là, il est présent plus que jamais. Là. Puis c'est toujours extrêmement délicat parce que le hardcore, les gens s'attendent à un certain son, s'attendent à certains paramètres, certains canons. Mais si c'est trop pareil à ce que tu as déjà fait, il y a un désintéressement aussi qui s'installe. Ouais, c'est ça. Hein? Fait comment tu fais pour trouver l'équilibre entre faire quelque chose de nouveau, mais qui reste quand même, on va dire, respectueux de ce que tu as bâti avant, qui n'est pas complètement différent. Puis tout ça sans te travestir là-dedans. Sans te travestir, sans que ça a l'air fake, que ça devienne autre chose. C'est ça. Sérieux, là, il n'y a pas de secret là-dedans, puis c'est tough, tu sais. Puis nous autres, là-dessus, c'est ce qui fait que nos albums, c'est long avant qu'on en sorte. On n'en sort pas un à chaque année. Souvent, on attend un bon 2 ans et demi, 3 ans, tu sais, avant d'en sortir un. Parce que moi, je veux pas sortir 2 fois le même album. Si tu écoutes des albums de Get the Shot, il n'y en a pas un qui sonne pareil. Puis je veux pas que le 4e sonne comme on vient de faire. T'sais, surtout quand tu arrives à un certain degré de maturité artistique, là, je trouve que le dernier qu'on a fait, c'est le meilleur qu'on peut faire dans ce genre-là. Fait que là, si on veut en faire un 4e, il va falloir se dépasser puis amener quelque chose de différent qu'on n'a jamais fait avant. Mais qui va rester quand même avec notre couleur originale. Fait que là, c'est un maudit gros défi artistique.
Puis c'est là que tu as à comme faire une espèce de synthèse de tout ce que tu écoutes puis ce que tu vois en tournée. Puis ça, c'est le fun parce que quand tu rencontres des gens en tournée, t'apprivoises aussi d'autres bands puis d'autres esthétiques qui te parlaient pas nécessairement avant. Ouais. T'apprends à connaître puis t'apprends à apprécier. Moi, je pense que le plus bel exemple que j'ai là-dessus, on a tourné en novembre l'année passée avec Lionheart puis un band qui s'appelle Nasty. Lionheart, je connais ça. Lionheart, tu connais ça. C'est gigantesque, Lionheart. Des super bons amis, gigantesque. Band incroyable. Mais il y a un autre band qui s'appelle Nasty. Puis Nasty, c'est un band, on va dire, c'est un band belge. Dans le fond, il y a des gens qui sont en Belgique, surtout. Puis c'est devenu, là, littéralement, moi, personnellement, mes meilleurs amis. Okay? Littéralement. Mais ce qui était particulier, avant qu'on fasse cette tournée-là, c'est que Nasty est un band qui, dans le hardcore, on va associer à un sous-groupe de hardcore qu'on appelle le beatdown. Le beatdown, ce qui est généralement, tu sais, plus des tunes, tu sais, plus pesantes, avec juste des breakdowns, puis des gens qui se fessent sur la gueule, tout ça. Tu sais, c'est très, très talk guy en tant que tel. Tu sais, il y a toute une esthétique autour de ça. Moi, ça n'a jamais été le truc qui m'avait parlé beaucoup. Tu sais, moi, je suis plus old school que ça un petit peu dans mon approche. Fait que quand j'ai su qu'on allait tourner avec eux autres, j'étais comme, ça va être spécial un petit peu. Ouais. Finalement, c'était les meilleures personnes au monde. C'est devenu mes meilleurs amis au monde. Puis esthétiquement, c'est devenu quelque chose que j'adore maintenant. J'adore le genre de hardcore qu'ils font. Puis ça a marqué même aussi ma manière d'écrire des tunes aussi. Fait que comme quoi, à un moment donné, des fois, tu as à te confronter aux choses que tu connais pas nécessairement pour pouvoir mieux les apprécier par la suite. Puis, tu vois, ça, ce band-là, je sais que ça a eu une influence quand même assez importante sur le genre de musique qu'on fait présentement. On a déjà commencé à composer le 4e album, puis je pense que ces influences-là ressortent de plus en plus. Le petit côté Big Down risque de ressortir beaucoup sur le prochain. C'est très cool, ça. Puis en terminant, tu sais, qu'est-ce que ça te fait, maintenant, de faire la première partie de groupes super respectés, tu sais, comme Madball, que tu viens de mentionner, là, tu sais, ou Stick Your Guns. Ouais. Tout à fait. Stick Your Guns, c'est le fun parce que Jesse Barnett, le chanteur de Stick to Your Guns, c'est notre manager. Donc, c'est un bon ami, puis c'est pour ça qu'il apparaît aussi d'ailleurs sur Black and Sun, sur le dernier album. Fait qu'on est des bons amis, puis on a joué quand même super souvent ensemble. C'est toujours un honneur et un privilège de jouer avec eux autres. Madball, c'est sûr, parce que, tu sais, je veux dire, quand on faisait des festivals cet été, on avait toujours des loges, puis ton voisin de loge, c'est toujours ça. C'est soit Hatebreed, c'est soit Madball, c'est soit Terror, tu sais. Fait que tu côtoies là, ces gens-là au quotidien, tu les revois tous les semaines. Puis moi, j'ai eu la chance de connaître Freddie Madball, justement, tu sais, de jaser avec, de serrer à la main, tu sais. Ou un bonhomme comme Vinny Stigma de Agnostic Front, tu sais, même affaire, tu sais. Toby Morse de H2O, tu sais. C'est des gens, tu sais, que tu vois comme plus grand que nature quand tu es jeune, puis lorsque tu apprends à les connaître, tu désidéalises la patente, puis tu te rends compte que finalement, ils sont aussi humains que toi. Voire même trop humains. C'est ça. Puis moi, je trouve ça beau. Je trouve ça beau parce que, tu sais, le hardcore, ça devrait être vraiment une entreprise de désidéalisation. On est tous là pour la même raison. Puis on fait toutes partie de la même communauté. Puis de voir que ça s'incarnait vraiment dans des vraies personnes, là, moi, je trouvais ça super beau à voir. Thank you, JP. Merci c'était vraiment cool. Bien intéressant. T'as eu du fun. Pour un gars qui mange de l'humus, franchement, là, t'as une tête sur les épaules. J'apprécie beaucoup. J'apprécie. Très cool. Merci. Pour eux, c'est vraiment apprécié. Puis si on veut voir ton band, ça va être... c'est où qu'on peut voir les billets? Là, tu vois, prochainement, qui s'en vient très bientôt, le 27 novembre, on fait un show gratuit au Club Soda à Montréal. C'est gratuit. C'est en collaboration avec Desboulots, justement. Oui, tout à fait, exactement. Puis il va y avoir nos amis de Obliterate puis Southern Waves en première partie. Puis c'est gratuit, là. Fait que moi, j'invite les gens à aller justement sur notre page Internet ou sur la page du pointdevente.com pour aller chercher leurs billets. C'est gratuit. Il va y avoir de la place, puis ça va être gigantesque. Hein, je vous le dis, ça va être très, 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 très gros. Fait que venez faire un tour le 27. J'ai un show, moi, le 27, mais après ça, je vais essayer de venir pour... T'as le temps de venir après. Ouais, c'est sûr. Tu cours vite, t'es en forme. Mais dis, mets-moi en première partie, là, j'ai des shit à faire. M'arriver avec mon humus, là, puis... Oui, toujours. Un petit peu de bris, un petit peu d'humus. That's it. On est en business. Fait que JP de Get the Shot, merci beaucoup, puis merci tout le monde d'avoir été là, puis merci à notre spectatrice aussi. Bien apprécié. Ciao, bonne fin de semaine, bonne semaine, puis c'est ça, tout ça, là. OK, ciao. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Pom, 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 pom.